Mon père a pointé un doigt tremblant vers la porte et a crié « Dehors, espèce de moins que rien ». Il m'a traité de mère célibataire, la honte de la famille, devant tout le monde. Je suis resté là, tenant la main de mon fils, et j'ai simplement dit « Très bien ». Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste retourné et je suis parti. Ce que mon père ne savait pas, alors qu'il claquait la porte derrière moi, c'est qu'il se tenait dans une maison qui m'appartenait légalement. Il n'avait aucune idée que la voiture de luxe dans l'allée et la nourriture sur la table étaient toutes payées par ma fortune de 20 millions de dollars. Le lendemain, quand je me suis réveillé dans mon Pantouse en bord de mer à Miami, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un seul texto qui allait faire s'écrouler tout leur monde. Je m'appelle Nia, et à 32 ans, j'ai appris que le sang ne fait pas la famille. Si vous avez déjà été traité comme un étranger dans votre propre foyer, ou si vous avez déjà dû cacher votre succès juste pour survivre à la jalousie de votre famille, alors vous devez entendre cette histoire. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car la justice que j'ai rendue à ma famille était glaciale et vous ne voudrez pas manquer le moindre détail. Le cauchemar a commencé l'après-midi de la fête de l'Action de grâce. Le vent à Atlanta est glacial en novembre, surtout quand on se tient sur le pas de la porte d'un manoir pour lequel on a payé mais qu'on ne peut pas réclamer. J'ai resserré ma prise sur la main de mon fils de 6 ans, Léo. Il a levé les yeux vers moi avec de grands yeux anxieux, sentant ma tension. Dans mon autre main, j'équilibrais une tarte à la citrouille faite maison que j'avais passé 4 heures à préparer. Nous étions arrivés dans un Uber modeste car ma voiture était au garage, et honnêtement, je préférais ne pas afficher ma richesse. Je voulais que ma famille m'aime pour qui je suis, pas pour mon compte en banque. Juste au moment où je tendais la main vers la sonnette, une Mercedes de location noire et élégante a crissé dans l'allée derrière nous. Ma sœur cadette, Kesha, est sortie, vêtue comme si elle allait sur un tapis rouge plutôt que pour un dîner de famille. Elle portait un manteau de fourrure que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre et se tenait au bras de son mari, Kevin. Kevin était blanc, âgé de 30 ans, et travaillait dans la finance. Il avait ce sourire arrogant d'un homme qui pensait posséder la pièce simplement en y entrant. Kesha m'a repéré et a immédiatement froncé le nez. Elle m'a scruté de haut en bas, remarquant mon simple manteau en laine et mes bottes pratiques. Elle a ri, un son aigu et cruel qui m'a retourné l'estomac. « Nia, tu as pris le bus pour venir ici? Tu sais que c'est un dîner formel, n'est-ce pas? Pas une soupe populaire. » Kevin a gloussé en ajustant sa montre coûteuse. « Chérie, sois gentille. Peut-être qu'elle fait le service traiteur. » Je les ai ignorés et j'ai sonné à la porte. Ma mère, Béatrice, a ouvert presque instantanément. Son visage s'est illuminé quand elle a vu la Mercedes dans l'allée, mais son expression est retombée dès que ses yeux se sont posés sur moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas salué son petit-fils. Elle a juste regardé la tarte dans mes mains avec un dédain non dissimulé. Oh, regarde qui a enfin décidé de se montrer. Ma mère n'a même pas ouvert la porte complètement. Elle a bloqué l'entrée, son langage corporel criant que je n'étais pas la bienvenue. Et qu'est-ce que c'est? Encore l'un de tes désastres faits maison. C'est une tarte à la citrouille, maman, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Ta recette préférée. Maman a levé les yeux au ciel. Kevin a apporté une bouteille de Cabernet Vintage à 5 cents. Ça, c'est la classe, Nia. La farine et le sucre, ce n'est que du désordre. Elle s'est finalement écartée, mais seulement pour faire signe frénétiquement à Kesha et Kevin. Entrez, mes bébés. Entrez pour vous protéger du froid. Ne restez pas près d'elle. Vous pourriez attraper l'odeur de la pauvreté. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai fait entrer Léo. La maison était chaude et sentait la dinde rôtie et la cannelle. Cela aurait dû ressembler à un foyer. C'était la maison dans laquelle j'avais grandi. Mais ce que mes parents ne savaient pas, c'est qu'il y a 5 ans, quand papa a fait faillite, c'est moi qui ai racheté le billet hypothécaire par l'intermédiaire d'une société écran. C'est moi qui leur ai permis de rester ici sans payer de loyer, en leur faisant croire qu'ils avaient conclu un accord avec la banque. Chaque ampoule, chaque meuble, chaque repas qu'ils mangeaient était financé par ma société d'investissement, Onyx Horizon. Pour eux, j'étais juste Nia, la mère célibataire en difficulté qui faisait du travail indépendant. Pour le reste du monde, j'étais un requin de la finance. Nous sommes entrés dans le salon. Mon père, Marcus, était assis dans son fauteuil en cuir préféré,
tenant un verre de scotch. Il a levé les yeux quand Kesha et Kevin sont entrés, et il a pratiquement bondi sur ses pieds. Voici le couple puissant, a tonné papa, en ouvrant grand les bras. Kevin, mon garçon, j'ai entendu parler du marché aujourd'hui. Tu dois faire fortune. Kevin a souri en tendant la bouteille de vin à papa. Tu sais comment c'est, Marcus. L'argent ne dort jamais. Nous pensons passer au nouveau modèle Tesla la semaine prochaine. Papa a rayonné en tapant dans le dos de Kevin. C'est ce que j'aime entendre. De l'ambition, du succès. Il a tourné son regard vers moi et son sourire s'est évanoui instantanément. C'était comme si on éteignait la lumière. Nia, a-t-il dit, prononçant mon nom comme un gros mot. Je vois que tu portes toujours ce manteau que je t'ai dit de jeter il y a 3 ans. Tu ressembles à une femme de ménage. Aujourd'hui, nous avons des invités importants. Nia, essaie de ne pas nous embarrasser. Bonjour, papa. Joyeuse fête de l'Action de grâce. J'ai essayé de guider Léo vers l'avant. Léo t'a fait une carte. Papa a à peine jeté un coup d'œil à mon fils. Mets-la sur la table. Je ne veux pas de désordre. Il s'est retourné vers Kesha, nous ignorant complètement. Alors, princesse, parle-moi de ton truc d'influence. Combien d'abonnés avons-nous maintenant? Kesha a gonflé ses cheveux, s'asseyant sur le canapé comme si elle était une reine prenant son trône. Oh, papa, ça explose. J'ai atteint 50 000 abonnés hier. Les marques supplient pour travailler avec moi. Je suis pratiquement une célébrité. Je savais pertinemment que Kesha avait acheté 40 000 de ses abonnés en utilisant une carte de crédit que je remboursais secrètement chaque mois. Je savais qu'elle n'avait pas décroché un vrai contrat avec une marque depuis 6 mois. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste emmené Léo dans le coin de la pièce et je me suis assise sur un petit pouf, le seul siège restant disponible. Kevin s'est assis à côté de papa, croisant les jambes et faisant tourner son vin. Tu sais, Nia, je disais à Kesha que mon entreprise cherche du personnel de ménage. Travail de nuit. C'est le salaire minimum, mais c'est mieux que n'importe quel petit boulot que tu fais. Je pourrais glisser un mot pour toi. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a ri de ce rire nerveux et saccadé qu'elle utilisait chaque fois que Kevin faisait une blague à mes dépens. Oh, Kevin, tu es trop généreux. Mais je ne pense pas que Nia soit qualifiée même pour ça. Elle n'arrive même pas à garder un mari, alors un travail encore moins. J'ai senti Léo se raidir à côté de moi. Il n'avait que 6 ans, mais il était intelligent. Il comprenait le ton. Il comprenait que sa mère était attaquée. J'ai serré sa main, lui faisant signe de rester tranquille. Je n'ai pas besoin d'un travail, Kevin, ai-je dit, ma voix calme et froide. Je m'en sors très bien. Papa a reniflé avec mépris. Très bien. Tu appelles vivre dans un appartement avec 2 chambres sans sortir très bien? Tu appelles élever un enfant sans père sans sortir très bien? Regarde ta sœur. Regarde Kevin. Ça, c'est le succès. Ça, c'est le rêve américain. Tu es juste une mise en garde, Nia. Tu es l'échec de la famille. J'ai regardé autour de la pièce les meubles de luxe que j'avais payés. J'ai regardé le vin que j'avais effectivement acheté. J'ai regardé les parents qui vivaient de ma charité tout en me crachant au visage. L'envie de crier la vérité était irrésistible. Je voulais sortir mon téléphone et leur montrer mon solde bancaire. Je voulais leur montrer l'acte de propriété de cette maison avec ma signature dessus. Mais pas encore, me suis-je dit. Pas devant Léo. J'attendrai le bon moment. Mais je ne savais pas que ce moment arriverait plus tôt que prévu, et qu'il serait déclenché par un simple verre d'eau. Le dîner a continué, et l'air est devenu plus lourd à chaque tintement de couvert. Kevin semblait insatisfait de sa remarque précédente sur le travail de nettoyage et a décidé de creuser davantage. Il a fait tourner son vin, me regardant avec un sourire prédateur. Tu sais, Nia, je suis en fait curieux. Que fait vraiment un freelance toute la journée? Est-ce que tu restes juste assise en pyjama à espérer que quelqu'un te paiera 5 $ pour taper un document? Ça doit être dur de savoir que ta sœur est ici à construire une vraie marque pendant que toi, tu dérives juste. Kesha a laissé échapper un petit rire cruel. Oh, arrête, Kevin. Elle fait de son mieux. Tout le monde ne peut pas être influenceur. Il faut du charisme.
J'ai tranché ma dinde méthodiquement, en imaginant que c'était l'ego de Kevin. Je gère des actifs, ai-je dit doucement. Ça paie les factures. Kevin a reniflé. J'ai lâché ma fourchette. Le bruit a résonné contre la porcelaine. Cette dent s'était cassée quand Léo était tombé sur l'aire de jeu hier. Cela n'avait rien à voir avec l'argent. Mais avant que je puisse répondre, Léo s'est agité sur son siège. Il avait essayé de se faire petit, d'essayer de disparaître, mais c'était un garçon de 6 ans, et il avait soif. Il a tendu une petite main tremblante vers le verre à eau en cristal. Sa manche s'est accrochée au bord de l'assiette de présentation lourde. C'est arrivé au ralenti. Le verre a basculé. De l'eau glacée a dévalé sur le bord de la table et a atterri directement sur les genoux du pantalon en laine italienne immaculé de Kevin et a éclaboussé sa manche. Kevin a crié. C'était un son si peu digne qu'il aurait été drôle si l'expression dans ses yeux n'avait pas été aussi dangereuse. Il a bondi, faisant basculer sa chaise contre le mur. Espèce de petit morveux stupide, a hurlé Kevin, en brossant frénétiquement son pantalon mouillé. C'est de la laine italienne sur mesure. As-tu une idée de ce que ça coûte? Ce costume vaut plus que ce que ta mère gagne en un an. Léo a fondu en larmes, se recroquevillant loin de lui. Je suis désolé, a-t-il sangloté. Je suis désolé, oncle Kevin. J'étais debout instantanément, tirant Léo dans mes bras, le protégeant avec mon corps. C'est un enfant, Kevin. C'est de l'eau. Ça séchera. C'est là que mon père s'est levé. Il n'a pas regardé Kevin. Il m'a regardé, et ses yeux étaient noirs d'une haine si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Il a frappé la table de son poing, faisant sursauter les verres à vin et renverser la saucière. Assez, a rugi Marcus. Sa voix a fait trembler les murs de la maison que j'avais payée. J'en ai assez de ça. J'en ai assez que tu apportes ton désordre dans ma maison. Regarde ce que tu as fait. Tu viens ici avec ton enfant illégitime et tu gâches tout ce que tu touches. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a haleté, mais elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé la tache d'eau sur la nappe. Papa, ai-je commencé, ma voix tremblant de rage. Tais-toi. Il a pointé un doigt tremblant vers mon visage. Tu es une honte, Nia. Tu l'as toujours été. Tu es tombée enceinte sans mari. Tu nous as embarrassés devant la communauté, et maintenant tu amènes cet enfant indiscipliné ici pour détruire mon dîner. Toi et ton fils n'êtes que de la pollution. Vous salissez l'air dans cette maison rien qu'en le respirant. J'ai senti Léo enfouir son visage dans mon ventre, son petit corps tremblant de sanglots. Mon père a regardé son petit-fils, non pas avec amour, mais avec un pur dégoût. Je veux que vous partiez, a craché Marcus. Dehors. Prends ton morveux et ton échec et sors de ma maison. Ne reviens pas avant d'avoir appris à respecter tes supérieurs. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle intervienne, pour dire que mettre sa fille et son petit-fils dehors le jour de la fête de l'Action de grâce était allé trop loin. Elle a juste siroté son vin et a détourné le regard, marmonnant quelque chose à propos de la tache sur le tapis. Très bien, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était définitive. J'ai attrapé mon sac à main d'une main et j'ai tenu Léo fermement de l'autre. Je n'ai pas regardé en arrière la nourriture que j'avais achetée, les meubles que je possédais, ou la famille que j'avais soutenue pendant 5 ans. J'ai marché vers la porte, le cœur battant, non pas de peur, mais au rythme froid et dur d'une décision prise. Il voulait que je parte. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. J'ai ouvert la bouche une dernière fois, peut-être pour offrir un dernier avertissement, ou peut-être juste pour dire au revoir, mais mon père m'a coupé avec un signe de main brusque, comme s'il chassait un parasite. Dehors immédiatement, a-t-il aboyé, son visage déformé par une laideur qui n'avait rien à voir avec l'âge. Je ne veux pas te voir à cette fête. Je ne veux pas te voir dans ma vie. Un calme étrange s'est installé en moi. C'était la clarté froide d'une affaire commerciale qui tourne mal. Le moment où vous réalisez que l'autre partie n'a aucune intégrité, et qu'il est temps de limiter les dégâts. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. La petite fille qui voulait l'approbation de son papa est morte dans ce couloir. Je l'ai regardée droit dans les yeux, ma posture se redressant. Tu vas regretter d'avoir dit ça, papa, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. Marcus a laissé échapper un aboiement de rire dur. Regretter, a-t-il ricané, me regardant avec un pur mépris.
La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir viré plus tôt. Maintenant, va-t'en avant que j'appelle la police et que je te fasse traîner hors de chez moi. J'ai hoché la tête lentement. Je lui ai tourné le dos et j'ai pris la main de Léo. Viens, mon bébé, ai-je dit doucement, gardant ma voix stable pour mon fils. Nous rentrons à la maison. Nous avons marché vers la porte d'entrée, le bruit de nos pas étant le seul bruit dans la pièce. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle fixait juste son verre à vin. Ma sœur regardait avec un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Kevin s'est servi un autre verre. Alors que nous mettions le pied sur le porche, l'air froid de novembre a frappé mon visage, mais il semblait purificateur, comme si je lavais une couche de crasse. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le contact de Sterling, mon avocat personnel, et l'homme qui gérait les opérations quotidiennes d'Onyx Horizon. Mes doigts ont volé sur l'écran. Couper l'aide. Activer immédiatement les protocoles de récupération d'actifs. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été délivré instantanément, scellant leur destin. Juste au moment où nous atteignions le trottoir, un Lincoln Navigator noir élégant aux vitres teintées s'est arrêté silencieusement. Ce n'était pas un service de covoiturage au hasard. C'était mon service de voiture privée, que j'avais gardé en attente au coin de la rue, sachant au fond de moi que cela pourrait arriver. Le chauffeur, un homme grand dans un costume noir élégant, est sorti et a ouvert la porte arrière pour nous avec un signe de tête respectueux. « Bonsoir, mademoiselle Johnson. » J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi. Keisha était sortie pour jubiler. Elle a regardé le véhicule de luxe, ses yeux s'écarquillant de confusion pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le masque avec un ricanement. « C'est un Uber Black, a-t-elle lancé, se moquant de moi. Dépenser tes 200 derniers dollars dans une course chic juste pour avoir l'air importante? C'est pathétique, Nia. Même quand tu pars, tu dois faire semblant. Je n'ai pas répondu. J'ai soulevé Léo sur le siège en cuir moelleux et je suis monté après lui. Alors que la lourde porte tonnait, nous enfermant dans la chaleur et le silence, j'ai regardé à travers la vitre teintée. Keisha était toujours debout sur le porche, secouant la tête, rejetant la voiture comme une extravagance stupide d'une personne pauvre. Elle est retournée à l'intérieur, probablement pour rire avec Kevin de mon irresponsabilité. Il n'en avait aucune idée. Alors que le chauffeur s'éloignait du trottoir, glissant doucement dans la nuit, j'ai pris une profonde inspiration. Le pont était brûlé. Maintenant, il était temps de regarder l'incendie. Le soleil du matin sur Miami Beach n'a pas seulement apporté de la lumière. Il a apporté une clarté terrifiante. Debout sur la terrasse enveloppante de mon Penthouse, j'ai regardé les vagues turquoises s'écraser contre le sable blanc, un contraste frappant avec l'allée grise et sombre d'Atlanta, où je m'étais tenu il y a moins de 12 heures. C'était mon sanctuaire. Mon fils de 6 ans, Léo, dormait enfin paisiblement dans une chambre remplie de jouets qu'il aimait vraiment, loin de la cruauté de son grand-père. Ici, dans ce château de verre dans le ciel, je n'étais pas la déception de la famille ou la mère célibataire en difficulté dont il se moquait. J'étais la fondatrice d'Onyx Horizon, une femme qui faisait bouger les marchés d'une signature et dont la valeur nette était discutée à voix basse à Wall Street. Je suis retourné dans le salon frais et climatisé et je me suis assise à mon bureau en verre. Il était temps de mettre fin à tout cela. J'ai appuyé sur l'écran pour lancer la vidéoconférence. Arthur Sterling est apparu instantanément, vif et posé dans son bureau de Manhattan. Il n'a pas perdu de temps en politesse, sachant que je n'appelais sitôt que pour des affaires sérieuses. « Bonjour, Madame Johnson. Je suppose qu'il s'agit de la directive que vous avez envoyée hier soir. » « Oui, Arthur. » J'ai pris une gorgée d'espresso, la main parfaitement stable. « Je veux exécuter les clauses de résiliation sur les actifs d'Atlanta. » Tous. Sterling a ajusté ses lunettes, regardant le dossier sur son bureau. Juste pour confirmer pour le dossier, nous parlons de la propriété résidentielle au 42 Oakland, celle actuellement occupée par Marcus et Beatrice King. Celle que j'ai achetée il y a 5 ans, ai-je corrigé, la voix dure. Mon père pensait être un génie financier quand sa faillite a soudainement disparu. Il pensait que la banque lui avait fait grâce ou que son sens des affaires avait en quelque sorte sauvé la mise. Il n'a jamais soupçonné que sa fille bouc émissaire, celle qu'il traitait d'échec, avait utilisé son premier versement d'investissement majeur pour acheter ses créances douteuses pour une bouchée de pain, juste pour qu'il ne soit pas sans abri.
J'avais créé une société écran pour détenir l'acte de propriété, leur permettant d'y vivre sans loyer en vertu d'un accord de grâce et de faveur. Je les avais protégés de leur propre incompétence pendant une demi-décennie, et ils m'avaient remboursé en traitant mon fils de sale gosse et en nous mettant à la porte dans le froid. Signifier la vie, ai-je dit, sentant une froide satisfaction s'installer dans ma poitrine. Le contrat stipule que le propriétaire peut récupérer la propriété pour un usage personnel ou une liquidation à tout moment sans motif. Je la récupère. Donnez-leur l'avis juridique standard, mais faites-le immédiatement. Je veux qu'ils comprennent que leur logement est un privilège, pas un droit. Compris, a déclaré Sterling en tapant rapidement. Et les comptes supplémentaires? C'était l'autre partie de l'illusion que j'avais soigneusement construite. Ma mère adorait faire briller sa carte Black Centurion lors des déjeuners de son club de bridge, prétendant qu'elle était financée par les profits résiduels des anciennes entreprises de mon père. En réalité, il s'agissait d'une carte supplémentaire liée directement à mon fonds fiduciaire personnel. Je l'avais laissé dépenser des milliers en vêtements de créateur et en soins de spa pendant qu'elle critiquait mes manteaux achetés dans des friperies et me traitait de pauvre. J'avais subventionné leur arrogance. Supprimez-la, ai-je dit. Gelez la carte immédiatement. La prochaine fois qu'elle essaiera d'acheter une écharpe à $500 ou de payer pour les faux abonnés de Kesha, je veux que cette machine BIPE refusée. Je veux que la carte soit signalée comme perdue ou volée. Si vous devez le faire, coupez simplement la ligne. Sterling a marqué une pause, me regardant avec une pointe de sympathie dont je n'avais pas besoin. Vous savez qu'ils vont paniquer. Ils n'ont aucune liquidité sans vos injections. Votre père n'a pas généré de revenus réels depuis des années. Je sais, ai-je répondu en regardant le reflet de la femme dans la fenêtre. Elle avait l'air forte. Elle avait l'air décidée. C'est justement le but, Arthur. Ils m'ont dit que je ne valais rien. Ils m'ont dit que j'étais un fardeau pour la famille. Maintenant, ils vont apprendre ce que signifie vraiment être un fardeau. Passez les appels, et Arthur, assurez-vous que l'avis d'expulsion soit remis par le shérif. Alors que l'écran devenait noir, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pendant 5 ans, j'avais été leur gardienne silencieuse, soutenant le ciel pour qu'ils ne soient pas écrasés par leurs propres erreurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher prise et de laisser la gravité faire son travail. Ils voulaient que je sorte de leur vie, alors j'emportais mon filet de sécurité avec moi. Le lendemain de la fête de l'Action de grâce, ma mère et ma sœur ont décidé que le meilleur remède pour leurs égos meurtris était une virée shopping. Elles se sont dirigées vers les boutiques les plus exclusives d'Atlanta, déterminées à prouver que mon départ n'avait pas fait une brèche dans leur style de vie. Elles se sont pavanées dans les allées du grand magasin, saisissant des sacs à main de créateurs et des parfums en édition limitée avec un abandon imprudent qui suggérait qu'elles étaient chez elles. Elles riaient, bruyantes et imperturbables, s'assurant que tous ceux qui les entouraient savaient qu'elles étaient des personnes d'importance. Pour elles, je n'étais qu'un mauvais souvenir de la veille, un bug dans leur matrice de perfection qui pouvait être lissé avec de la soie et du cuir. Elles ont empilé le comptoir de marchandises. Le total s'élevait à près de $6 000. Ma mère, Béatrice, n'a même pas cligné des yeux. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti la lourde carte noire Centurion avec panache. C'était la carte que j'avais secrètement autorisée pour elle il y a 5 ans, en la déguisant en bonus de dividendes provenant de l'ancienne entreprise de mon père, afin qu'ils acceptent l'aide sans savoir qu'elle venait de la fille qu'ils méprisaient. Elle l'a tendue sans regarder le vendeur, poursuivant sa conversation avec Kesha sur à quel point la maison semblait meilleure sans mon énergie négative. L'employé a passé la carte. Un bourdonnement électronique strident a retenti. Ma mère a froncé les sourcils, sa conversation s'arrêtant au milieu d'une phrase. Réessayez, a-t-elle ordonné en agitant sa main manucurée de manière dédaigneuse. C'est une carte noire. La puce est probablement poussiéreuse ou votre machine est en panne. La jeune fille l'a repassée. Refusé. Le mot s'est affiché en lettres rouges vives sur le terminal face à elle. Je ne comprends pas, a dit l'employé, sa voix polie mais tendue. Il est indiqué que le compte a été gelé par le détenteur principal. Gelé ? Le rire de ma mère était aigu et nerveux. C'est ridicule. Mon mari est le détenteur principal. Il doit y avoir une erreur avec votre système. Savez-vous qui nous sommes? La file d'attente derrière elle s'allongeait. Les gens remuaient sur leurs pieds, soupirant bruyamment et consultant leurs montres. Kesha, sentant le changement dans l'atmosphère de la pièce, est intervenue pour sauver la situation.
Elle a levé les yeux au ciel face à l'incompétence technologique de notre mère. Pousse-toi, maman. Tu l'as probablement démagnétisée. Elle a sorti sa propre carte platine, celle que je remboursais chaque mois pour qu'elle puisse maintenir son image d'influenceuse. Mets-le sur la mienne. Papa fera simplement le virement plus tard. Elle a tapé sa carte sur le lecteur avec un sourire suffisant, attendant plutôt le bip d'approbation. La machine a encore bourdonné. Refusé. L'employé a regardé l'écran, puis elle avec un regard de pitié qui a dû ressembler à une gifle. Celle-ci est refusée aussi, mademoiselle. Le statut est signalé comme perdu ou volé. Volé, a crié Kesha. Je la tiens juste ici. Le directeur du magasin, attiré par le tumulte, est passé derrière le comptoir. Il a regardé les clients en colère, puis ma famille avec leur montagne de produits de luxe impayés. Mesdames, si vous ne pouvez pas fournir un mode de paiement valide, je vais devoir vous demander de vous mettre sur le côté. Vous bloquez la file. Le visage de ma mère a pris une teinte rouge tachée. Nous ne nous mettrons pas sur le côté. C'est une insulte. Madame, s'il vous plaît, a dit le directeur, sa voix baissant d'une octave, signalant la fin de sa patience. Laissez les articles et quittez le magasin ou j'appellerai la sécurité. L'humiliation était viscérale. Elle était suspendue dans l'air, épaisse et suffocante. Les clients dans la file n'étaient plus agacés, ils étaient amusés. Des téléphones sont sortis, enregistrant les deux femmes en manteau coûteux se faisant expulser pour n'avoir aucun argent. Ma mère a attrapé son sac à main, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Elles ont abandonné la pile de marchandises et ont effectué la marche de la honte hors de la boutique, les capteurs de sécurité bipant par erreur à leur passage, ajoutant une insulte finale à la blessure. Elles ont pratiquement couru jusqu'au parking, se précipitant dans la voiture de location comme si elles fuyaient une scène de crime. Ma mère était en hyperventilation, tâtonnant avec son téléphone pour appeler mon père. « Marcus » a-t-elle crié dès qu'il a décroché. « Tu dois réparer ça. La banque nous humilie. Les cartes sont refusées. Les deux. » La voix de mon père est sortie par les haut-parleurs de la voiture, somnolente et confuse. « Calme-toi, Béatrice. Qu'est-ce que tu veux dire par refuser? Je n'ai pas touché au compte. » Eh bien, quelqu'un l'a fait, a-t-elle crié. Vérifie le solde tout de suite. Il y a eu une pause, le bruit de quelqu'un qui tape sur un clavier, puis un silence si lourd qu'il semblait que l'air avait été aspiré de la voiture. Marcus, a murmuré ma mère, l'effroi s'insinuant dans sa voix. C'est zéro, a déclaré mon père, sa voix semblant venir de sous l'eau. Béatrice, le compte d'investissement, les dividendes, l'épargne, tout indique zéro. Il est écrit que les fonds ont été retirés par le garant. Quel garant, a demandé Kesha depuis le siège arrière, sa voix tremblante. Papa, tu es le garant. Non, a dit mon père, et pour la première fois, l'arrogance avait disparu, remplacée par la réalisation terrifiante d'un homme qui s'était tenu sur une trappe qui venait de s'ouvrir. Je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Pendant que ma mère et ma sœur se faisaient rejeter leurs cartes de crédit au centre commercial, Kevin était assis dans son bureau à domicile, transpirant à travers sa chemise coûteuse. Il fixait le site de Paris en ligne sur l'écran de son ordinateur portable, regardant les chiffres devenir rouges. 50 000 $. C'était ce qu'il devait à un groupe d'hommes qui ne croyaient pas au plan de paiement. Il avait parié sur la mauvaise équipe de football, pensant que c'était une valeur sûre. Et maintenant, il se noyait. Il avait besoin d'argent, et il en avait besoin rapidement. Son téléphone a vibré sur le bureau. Un autre message d'un numéro masqué, tu as jusqu'à mardi. Ne nous force pas à venir te trouver. Kevin a dégluti difficilement, s'essuyant le front du dos de la main. Il a fermé l'ordinateur portable et a pris une profonde inspiration, composant son visage dans le masque de confiance qu'il portait si bien. Il pouvait réparer ça. Il réparait toujours les choses. Il avait juste besoin d'un plus gros poisson. Il est descendu pour trouver la famille dans le chaos. Ma mère faisait les 100 pas dans le salon, vociférant encore sur l'humiliation au magasin. Kesha pleurait sur le canapé, pleurant la perte des sacs à main qu'elle avait presque possédés. Mon père était assis à la table de la salle à manger, fixant son relevé bancaire avec un regard de confusion totale. Ça doit être un bug, a dit papa, la voix tremblante. Le système bancaire doit être en panne,
ou peut-être que nous avons été piratés. C'est ça. Nous avons été piratés. Kevin est entré dans la pièce, sa voix douce et rassurante. Écoutez, tout le monde, je viens de raccrocher avec mes contacts. C'est définitivement une erreur système, une panne majeure de serveur affectant les comptes à valeur nette élevée. Ils y travaillent. Ma mère a arrêté de faire les 100 pas, l'espoir brillant dans ses yeux. Vraiment, Kevin? Tu es sûr? Absolument. Kevin a menti facilement. Ces choses arrivent, mais ne vous inquiétez pas. J'ai quelque chose d'encore mieux en préparation. Il s'est approché du buffet et s'est versé un verre, essayant de stabiliser ses mains. Je ne voulais rien dire tant que ce n'était pas finalisé, mais je suis à ça de conclure un accord avec Onyx Horizon. La pièce est devenue silencieuse. Même mon père a levé les yeux. Onyx Horizon, a demandé papa. La société de capital investissement? J'ai entendu dire qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous avec eux. Pas pour moi, a dit Kevin, affichant ce sourire charmant qui avait trompé tout le monde pendant des années. J'ai une entrée avec la fondatrice. Nous parlons d'un investissement d'amorçage d'un $250 000 pour ma nouvelle entreprise de crypto. Une fois que cela arrivera, nos comptes déborderont. Nous ne serons pas seulement riches, Marcus. Nous serons fortunés. Kesha a essuyé ses yeux, regardant son mari avec adoration. Oh, Kevin, tu es incroyable. Tu vois, maman, je t'avais dit qu'il prendrait soin de nous. Ma mère a soupiré, le soulagement inondant son visage. Dieu merci pour toi, Kevin. Au moins un de mes enfants s'est bien marié, contrairement à cette sœur ingrate de la tienne. La mention de mon nom a fait passer l'ambiance dans la pièce de la panique à la colère. Ils se sont rassemblés autour de la table, picorant les restes froids du dîner de l'Action de grâce parce que personne n'avait d'argent pour commander à manger. Tu peux croire qu'elle n'a pas appelé, a grogné papa, piquant un morceau de dinde sèche. Après la façon dont elle s'est comportée, après avoir gâché notre dîner? On pourrait penser qu'elle implorerait le pardon maintenant. Elle est probablement trop gênée, a renchéri Kesha. Elle sait qu'elle a tout gâché. Maintenant, elle est coincée dans son petit appartement, réalisant ce qu'elle a perdu. Je parie qu'elle attend que nous l'appelions, a ajouté maman en secouant la tête. Elle veut que nous la poursuivions. Eh bien, elle peut attendre éternellement. Je ne lèverai pas le petit doigt pour l'aider. Pas après ce qu'elle t'a fait, Marcus. Ils étaient assis là à manger la nourriture que j'avais achetée dans la maison que je possédais, me déchirant avec leurs mots. Ils m'ont traité d'égoïste. Ils m'ont traité d'amer. Ils m'ont traité d'échec. Tout cela en plaçant leur espoir en un homme qui leur mentait en pleine face. Kevin était assis au bout de la table, hochant la tête, acquiesçant à chaque insulte, pendant que son esprit s'emballait. Il savait qu'il avait besoin de cet investissement d'Onyx Horizon, non pas pour créer une entreprise, mais pour payer ses dettes et garder ses rotules intactes. Il avait envoyé un pitch deck désespéré à leur email de demande générale ce matin-là, rempli de mots à la mode et de projections gonflées. Il n'avait aucune idée de qui dirigeait réellement Onyx Horizon. Il savait juste qu'ils avaient de l'argent. Ne vous inquiétez pas pour Nia, a dit Kevin en levant son verre. Nous n'avons pas besoin d'elle. Nous allons être plus grands que jamais. Cet accord est une valeur sûre. Mon père a hoché la tête, regardant son gendre avec fierté. Tu es un bon homme, Kevin, un vrai soutien. Nia pourrait apprendre une chose ou deux de toi. Ils ont porté un toast à leur avenir, ignorant que la personne détenant les clés de leur salut et de leur destruction était la fille même dont ils se moquaient. Et je ne faisais que commencer. 3 jours plus tard, le silence dans la maison a été brisé, non pas par un coup de fil de la banque, mais par un martèlement lourd et autoritaire sur la porte d'entrée. C'était tôt le matin, le genre de mardi gris et bruneux qui rend tout morne. Mon père était encore en peignoir, buvant une tasse de café noir parce qu'il n'avait plus de lait et n'avait pas d'argent pour en acheter davantage. Ma mère était dans la cuisine en train d'essayer de faire des toasts sans les brûler, ses mains tremblant d'un mélange de faim et d'anxiété. Le martèlement a recommencé, plus fort, faisant trembler le cadre de la maison cette fois. Marcus, ouvre. C'est le bureau du shérif. Mon père s'est figé, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Il a regardé ma mère, ses yeux écarquillés par la confusion. Pourquoi le shérif serait-il ici? Nous n'avons rien fait. Peut-être qu'ils ont découvert l'erreur bancaire, a chuchoté ma mère,
serrant son peignoir plus fort. Peut-être qu'ils sont là pour la réparer. Ils se sont précipités vers la porte, l'espoir luttant contre la peur dans leurs expressions. Mon père l'a déverrouillée et l'a ouverte d'un coup, prêt à exiger une explication pour ce dérangement. Debout sur le porche se trouvait le shérif Davis, un homme avec qui mon père avait joué au golf une ou deux fois, à l'époque où il avait encore un abonnement au country club. Derrière lui se tenaient deux adjoints, les visages sombres. Le shérif Davis n'a pas souri. Il a tendu une épaisse enveloppe. Marcus King, je vous signifie un avis officiel d'expulsion. Vous et tous les occupants avez 24 heures pour quitter les lieux. Mon père a fixé l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une bombe. Expulsion? De quoi parlez-vous? C'est ma maison. J'y vis depuis 30 ans. J'ai remboursé l'hypothèque il y a 5 ans. Le shérif Davis a secoué la tête. Non, Marcus, ce n'est pas le cas. Selon les registres, la propriété au 42 Oakland a été saisie il y a 5 ans. Elle a été achetée aux enchères par une société de portefeuille. C'est impossible. Mon père a bafouillé, son visage prenant une teinte rouge dangereuse. J'ai conclu un accord avec la banque. Ils ont restructuré le prêt. J'ai signé les papiers moi-même. Vous avez signé un contrat de location, Marcus. Un contrat de location à coût zéro avec une clause révocable. Le shérif a sorti un document de son presse-papier et l'a brandi. Regardez ici. Locataire, Marcus King. Propriétaire, O Holdings LLC. Les termes indiquent clairement que le propriétaire se réserve le droit de résilier l'accord d'occupation à tout moment sans motif, dès la notification. Ma mère s'est avancée, saisissant le papier. O Holdings, qui est-ce? Nous ne connaissons personne nommé O. Cela signifie Onyx Horizon, a dit doucement le shérif. La société d'investissement. Ils possèdent l'acte de propriété, Marcus, et ils veulent récupérer leur propriété. Mon père a reculé comme s'il avait été frappé. Onyx Horizon? Mais c'est l'entreprise avec laquelle Kevin traite. Il s'est tourné pour regarder Kevin, qui venait de descendre les escaliers, se frottant le sommeil des yeux. Kevin, qu'as-tu fait? A hurlé papa. As-tu parié ma maison? Kevin avait l'air terrifié. Je n'ai rien fait, Marcus. Je jure que j'attends toujours d'avoir de leurs nouvelles concernant l'investissement. C'est une erreur, a pleuré ma mère. Appelle ton avocat, Marcus. Répare ça. J'essaie de vous le dire, a interrompu le shérif Davis, sa voix dure. Il n'y a rien à réparer. La paperasse est en béton. Vous n'êtes pas les propriétaires. Vous êtes des invités, et votre bienvenue a expiré. Mais nous n'avons nulle part où aller. Ma mère a sangloté, réalisant l'horreur de leur réalité. Nous n'avons pas d'argent. Nos comptes sont gelés. Vous ne pouvez pas simplement nous jeter à la rue. Je fais juste mon travail, Béatrice, a dit le shérif, bien qu'il n'ait pas l'air heureux de le faire. Vous avez 24 heures. Si vous n'êtes pas parti demain matin, mes adjoints devront vous expulser de force, et vos effets personnels seront déposés sur le trottoir. Il a scotché la vis sur la porte d'entrée, le bruit de l'adhésif déchirant comme une déchirure dans le tissu de leur vie. Puis il s'est retourné et est parti, laissant mes parents debout dans l'encadrement de la porte ouverte, fixant le morceau de papier qui venait d'effacer toute leur identité. C'est ma maison, a murmuré mon père, la voix brisée. J'ai construit cette vie. Je suis Marcus King. Plus maintenant, a dit ma mère, la voix tremblante d'une peur si profonde qu'elle a glacé la pièce. Maintenant, nous sommes juste des sans-abri. Le compte à rebours de 24 heures a expiré avec une précision brutale. Ma famille n'est pas partie avec dignité. Ils sont partis dans une bousculade chaotique, fourrant des vêtements de créateurs dans des sacs poubelles parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire tenir dans la voiture de location. Mon père a essayé de discuter avec les adjoints une dernière fois, menaçant de poursuites judiciaires et utilisant les noms d'amis puissants qui, depuis longtemps, ne répondaient plus à ses appels. Mais, finalement, la loi était la loi. Ils ont été escortés hors de la propriété, la lourde porte en chaîne se verrouillant derrière eux avec une finalité qui a résonné dans leurs os. Avec leurs cartes de crédit gelées et leurs comptes bancaires vides, ils avaient très peu d'options. Les hôtels de luxe auxquels ils étaient habitués exigeaient une retenue sur carte de crédit qu'ils ne pouvaient pas fournir. Ils ont conduit sans but pendant des heures, se disputant pour savoir à qui la faute incombait,
jusqu'à ce qu'il se gare finalement sur le parking éclairé au néon du Sleepy Traveler Motel, en périphérie de la ville. C'était le genre d'endroit où le « nom » sur l'enseigne, vacant, vacillait de manière inquiétante, et où l'air sentait le tabac froid et les gaz d'échappement. Ils ont rassemblé le peu d'argent liquide que Kevin avait dans son portefeuille pour payer une chambre unique avec 2 lits doubles. Au moment où ils sont entrés, la réalité de leur nouvelle vie les a frappés comme un coup physique. Ma mère, Béatrice, se tenait au centre de la pièce exiguë, fixant le couvre-lit avec un regard de pure horreur. C'était un motif floral criard qui avait probablement été à la mode il y a 30 ans, et il était taché par quelque chose de sombre et d'inidentifiable. Elle a refusé de s'asseoir. Elle a refusé d'enlever son manteau. Elle est restée là, serrant son sac à main comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage. « Je ne peux pas rester ici », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Les draps sont gris, Marcus. Ils sont censés être blancs. Je sens la moisissure. Je vais attraper une maladie rien qu'en respirant ici. Kesha faisait une crise d'un genre différent. Elle s'était jetée sur le matelas bosselé, tenant son téléphone en l'air, cherchant désespérément un signal. L'internet gratuit du motel était pratiquement inexistant. C'est un désastre, a-t-elle gémi. Je devais faire une diffusion en direct ce soir. Mes abonnés pensent que je suis dans un spa. Si je ne publie rien, ils vont penser que je suis sans intérêt. Regarde cet endroit. Les murs s'écaillent. L'éclairage me donne l'air vert. Je ne peux pas créer de contenu ici. Je vais perdre ma coche de vérification. Mon père était assis sur le bord de l'autre lit, la tête dans les mains. Il avait l'air petit. La vantardise et l'arrogance qui avaient rempli mon salon lors de la fête de l'Action de grâce avaient disparu, remplacés par le poids écrasant de l'échec. Comment est-ce arrivé, a-t-il marmonné vers le tapis. Je suis Marcus King. Je dîne avec des sénateurs. Je ne dors pas dans un motel de bord de route. La pièce a rapidement sombré dans un cycle vicieux de blâme. Ma mère s'est tournée vers mon père, criant qu'il aurait dû savoir que la maison ne leur appartenait pas. Mon père a répliqué en criant que ses dépenses les avaient ruinés bien avant que les cartes ne soient coupées. Kesha les a blâmés tous les deux pour avoir ruiné son image de marque. Ils se déchiraient comme des loups dans un piège, ignorant que la personne qui avait construit le piège observait de loin. Arrêtez ça. La voix de Kevin a coupé le bruit. Il était debout près de la fenêtre, regardant le parking, essayant de maintenir sa façade de contrôle. Se battre ne va pas arranger les choses. Nous devons juste tenir bon encore quelques jours. Tenir bon pourquoi, a lancé ma mère. Nous sommes démunis, Kevin. Nous vivons dans la misère. Pour l'accord, a dit Kevin, se tournant vers eux avec un sourire confiant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux paniqués. Ne vous inquiétez pas. J'ai envoyé la proposition finale au PDG d'Onyx Horizon ce matin. Je l'ai marquée comme urgente. C'est un projet visionnaire, Béatrice. Une fois qu'elle aura vu le potentiel, elle signera le chèque immédiatement. Nous parlons de millions. Ce motel n'est qu'un inconvénient temporaire. Une histoire amusante que nous raconterons lors de cocktails le mois prochain quand nous vivrons dans un Penthouse. Mon père a levé les yeux, l'espoir luttant contre le scepticisme dans son regard. Tu penses vraiment que ce PDG va mordre à l'hameçon? Je le garantis, a menti Kevin. Il n'avait aucune idée de qui était le PDG ou même si elle ouvrirait son email. Il savait juste qu'il devait les garder calmes. C'est une femme d'affaires, Marcus. Elle reconnaît le talent. Attends juste. Une fois que j'aurai obtenu cette réunion, nous serons plus riches que nous ne l'avons jamais été. Ils se sont accrochés à son mensonge parce que c'était la seule chose qui leur restait. Ils se sont blottis dans cette chambre sale, rêvant d'un salut qui n'allait jamais venir, ne réalisant pas que le PDG sur qui Kevin misait tous leurs espoirs était la fille même qu'ils avaient rejetée. C'était moi qui lisais ces emails désespérés, et c'était moi qui décidais combien de temps les laisser attendre dans le noir. Image de bureau d'entreprise moderne avec vue sur la ville. Je me suis assise dans mon bureau d'angle au siège d'Onyx Horizon, regardant la ville de Miami à travers des baies vitrées allant du sol au plafond. La vue était spectaculaire, un panorama d'ambition et de succès. Mais mon attention était entièrement concentrée sur le mince dossier bleu posé sur mon bureau en acajou. Il était intitulé « L'avenir de la richesse, un écosystème crypto-révolutionnaire », préparé par Kevin Miller. Je l'ai ouvert. C'était pathétique.
Ce n'était pas seulement une mauvaise affaire, c'était un crime en cours. Kevin avait rempli 20 pages avec des mots à la mode sur la blockchain et la finance décentralisée. Mais même un étudiant en commerce de première année pouvait voir ce que c'était vraiment. C'était un système pyramidal enveloppé dans un ruban numérique. Il promettait des rendements mathématiquement impossibles, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciennes dettes. Arthur Sterling se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant le document avec un dédain professionnel. « C'est une fraude fédérale, Madame Johnson », a-t-il dit, la voix plate. Il sollicite des investissements pour une classe d'actifs inexistante avec des projections fabriquées. Nous devrions appeler la SEC et le FBI immédiatement. Il a pratiquement signé son propre mandat d'arrêt. J'ai passé mon doigt sur la signature de Kevin au bas de la page. Je l'imaginais assis dans cette chambre de motel sale, désespéré et en sueur, convaincu que cette pile de mensonges était son ticket gagnant. Si j'appelais la police maintenant, il irait en prison, certes, mais il jouerait la victime. Il dirait qu'il a juste fait une erreur, qu'il essayait d'aider sa famille. Mes parents auraient pitié de lui. Il blâmerait le système juridique cruel. Non, Arthur, ai-je dit en fermant le dossier. Pas encore. Sterling s'est tourné pour me regarder, un sourcil levé. Vous voulez le laisser continuer? Je veux qu'il croie qu'il a gagné, ai-je répondu, en me penchant dans mon fauteuil en cuir. Je veux qu'il goûte à la victoire. Je veux qu'il appelle mon père et lui dise qu'ils sont riches. Je veux que ma mère commence à planifier quel manoir elle va acheter. Si nous l'arrêtons maintenant, c'est juste une tragédie. Mais si nous le laissons grimper jusqu'au sommet, la chute les détruira complètement. L'espoir est une arme bien plus cruelle que la prison, Arthur. Donnons-lui de l'espoir. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone de mon bureau. Elena, entrez, s'il vous plaît. Mon assistante de direction est entrée un instant plus tard avec une tablette. C'était une jeune femme perspicace qui savait exactement comment gérer les situations délicates. Oui, mademoiselle Johnson. Je lui ai tendu le dossier de Kevin. Je veux que vous appeliez le numéro de contact sur cette proposition. Utilisez la ligne cryptée. Dites à Monsieur Miller qu'un représentant en investissement principal d'Onyx Horizon a examiné son projet et est très intrigué. Dites-lui que nous envisageons un cycle d'amorçage accéléré. Planifiez une vidéoconférence pour demain matin à 10 heures précises. Elena a pris le dossier, le visage impassible. Dois-je utiliser les protocoles de vérification standard? Non, ai-je dit, un sourire froid effleurant mes lèvres. Contournez la vérification. Faites-le se sentir spécial. Faites-le se sentir comme un génie qui vient de découvrir le feu. Et Elena, dites-lui que la caméra est optionnelle pour les investisseurs en raison des protocoles de sécurité, mais obligatoire pour lui. Je veux voir son visage. Compris, Madame Johnson. Alors qu'elle sortait pour passer l'appel, j'ai tourné mon fauteuil vers la fenêtre. Je pouvais presque voir la scène se dérouler dans cette chambre de motel exiguë à des centaines de kilomètres de là. Le téléphone sonnerait. Kevin répondrait, essayant d'avoir l'air professionnel alors qu'il serait probablement assis en sous-vêtements sur un couvre-lit taché. Il entendrait les mots pour lesquels il avait prié. Je ne lui donnais pas seulement une réunion, je lui tendais une pelle et lui disais de commencer à creuser sa propre tombe. Et la meilleure partie, c'était qu'il allait me remercier pour ça. Le jeu du chat et de la souris avait officiellement commencé, et la souris n'avait aucune idée qu'elle était déjà dans les mâchoires du piège. Kevin était assis sur le bord du lit bosselé du motel, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Il avait positionné son ordinateur portable sur une pile de vieux annuaires, essayant de trouver un angle qui cacherait le papier peint qui s'écaillait et la tache humide au plafond. De la taille vers le haut, il ressemblait à un entrepreneur à succès, portant un blazer bleu marine impeccable qu'il avait réussi à sauver de l'expulsion. De la taille vers le bas, il portait des caleçons froissés et des chaussettes avec des trous aux orteils. C'était la métaphore parfaite de sa vie, tout éclat et aucune substance. Il s'est connecté à la réunion Zoom exactement 1 minute en avance, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il pourrait exploser dans sa poitrine. L'écran a scintillé et s'est connecté. De son côté, il a vu son propre visage anxieux reflété. De l'autre côté, l'écran est resté noir, affichant seulement le logo d'Onyx Horizon à un sommet de montagne argenté et élégant sur un fond sombre. « Bonjour, Kevin », a-t-il dit, la voix se brisant légèrement. Il s'est raclé la gorge et a essayé à nouveau, plus grave,
plus autoritaire. Bonjour, ici Kevin Miller. Une voix a répondu à travers les haut-parleurs, douce, professionnelle et légèrement déformée par une modulation numérique. Bonjour, Monsieur Miller. Je suis le directeur principal des investissements chez Onyx Horizon. Vous pouvez m'appeler Madame Vance. Nous avons examiné votre proposition pour l'écosystème crypto. Kevin s'est penché en avant avec empressement. Et qu'en avez-vous pensé? C'est ambitieux, a dit Madame Vance. Audacieux. Nous voyons beaucoup de projets, Monsieur Miller, mais le vôtre se démarque. Le modèle de levier décentralisé que vous proposez, c'est innovant. Cela me rappelle les premiers jours d'Ethereum. Kevin rayonnait, sa poitrine se gonflant de fierté. Exactement. C'est exactement ce que je visais. Je suis heureux que vous voyiez la vision. La plupart des gens ne comprennent tout simplement pas. Nous comprenons, Kevin, a poursuivi Madame Vance. En fait, nous sommes prêts à aller de l'avant immédiatement. Nous cherchons à injecter un tour d'amorçage initial de 500 000 $ dans votre entreprise. Kevin a cessé de respirer. Un demi-million. C'était plus qu'il n'avait espéré. C'était assez pour rembourser les usuriers, assez pour obtenir un nouvel appartement, assez pour faire taire mes parents pour toujours. Il a senti une vague d'euphorie l'envahir, si forte qu'elle lui donnait le vertige. C'est une nouvelle fantastique, a-t-il balbutié, essayant d'avoir l'air professionnel mais échouant misérablement. Je crois que c'est un investissement très sage. Les rendements seront astronomiques. Nous sommes d'accord, a dit Madame Vance, la voix froide et détachée. Nous avons le contrat prêt à être rédigé. Cependant, il y a un protocole standard que nous devons suivre pour les nouveaux partenaires, surtout dans l'espace crypto. Nous exigeons une preuve de bonne foi et de stabilité financière. Bien sûr, a dit Kevin rapidement. Tout ce que vous voudrez. Nous devons nous assurer que nos partenaires sont impliqués, a expliqué Madame Vance. Avant de libérer les fonds, nous exigeons un dépôt pour couvrir les frais juridiques et les frais de configuration initiaux pour les comptes internationaux. C'est une procédure standard pour éliminer les candidats peu sérieux. Le sourire de Kevin a légèrement vacillé. Un dépôt? Combien? 5 000 $, a dit Madame Vance. C'est un montant symbolique, vraiment, compte tenu de la taille de l'investissement. Une fois le transfert vérifié, le demi-million sera viré sur votre compte dans les 24 heures. 5 000 $. Kevin a avalé sa salive avec difficulté. Il n'avait pas 5 000 $. Il n'avait même pas 5 cents. Il avait dépensé son dernier argent liquide pour la chambre du motel. Mais il ne pouvait pas laisser passer ça. Il était si proche. Il pouvait pratiquement sentir l'argent. Ce n'est pas un problème, a-t-il menti, son esprit tournant à toute vitesse. Je peux faire le transfert aujourd'hui. Excellent, a dit Madame Vance. Je vais demander à mon assistant de vous envoyer les instructions de virement. Nous sommes impatients de faire affaire avec vous, Kevin. Vous avez un avenir très brillant. L'appel s'est terminé et l'écran est devenu noir. Kevin est resté là un moment, fixant son reflet. Il tremblait. Il était terrifié. Mais plus que tout, il était exalté. Il l'avait fait. Il les avait dupés. Il avait assuré le coup. Maintenant, il devait juste trouver 5 000 $ dans les prochaines heures. Il s'est levé, ignorant le fait qu'il était en sous-vêtements, et a ouvert la porte de la pièce adjacente où ma famille était regroupée. J'ai réussi, a-t-il crié triomphalement. J'ai l'accord. Un demi-million de $. Ma mère a crié de joie. Mon père avait l'air de vouloir pleurer. Kesha a commencé à sauter sur le lit. Nous sommes à nouveau riches, a crié Kevin, levant les bras comme un vainqueur. Nous sommes de retour. Il y a juste une petite chose. J'ai besoin de 5 000 $ avant midi pour conclure l'affaire. La pièce est devenue silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas le silence du désespoir. C'était le silence du calcul. Ils se sont regardés, les yeux brillants de cupidité. Ils trouveraient l'argent. Ils vendraient tout ce qu'il leur restait parce qu'ils croyaient au mensonge. Ils croyaient en Kevin. Et ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de payer pour leur propre destruction.
L'atmosphère dans la chambre de motel exiguë est passée instantanément du désespoir à une énergie frénétique et maniaque qu'il était presque terrifiant de voir. Kevin se tenait au centre de la pièce, portant toujours sa veste de costume sur son caleçon, et a tissé une toile de mensonges si complexe qu'elle aurait impressionné une araignée. Il leur a dit que les $5000 n'étaient pas des frais, mais une preuve de liquidité, une exigence de capital pour prouver aux investisseurs d'Onyx Horizon qu'il était un joueur sérieux avec sa propre peau en jeu. Il a appelé cela des « fonds de contrepartie », un terme qu'il avait entendu dans des films, et il l'a utilisé avec une telle conviction que ma famille ne s'est même pas demandé pourquoi une société d'investissement milliardaire aurait besoin de $5000 d'un homme vivant dans un motel de bord de route. Nous devons juste combler l'écart, a dit Kevin, les yeux grands et fixes. C'est un test de liquidité. Une fois que j'aurai viré cet argent, le demi-million sera débloqué instantanément. Il est en séquestre en ce moment même, juste en attente de mon signal. Pensez-y. Ce soir, nous pourrions parcourir les annonces de manoir à Buckhead. Ma mère, Béatrice, a été la première à bouger. Le désespoir de récupérer son statut, d'effacer le sourire narquois sur les visages de tous ceux qui avaient été témoins de son humiliation au centre commercial, l'a emporté sur tout bon sens persistant. Elle s'est dirigée vers le petit coffre-fort dans le coin de la pièce où elle avait caché le rouleau de bijoux en velours qu'elle avait saisi lors de l'expulsion. Ses mains tremblaient alors qu'elle dénouait le ruban. À l'intérieur, niché dans le tissu sombre, se trouvait un collier d'émeraude serti de platine. Il avait appartenu à sa grand-mère, un héritage familial dont elle avait juré de ne jamais se séparer. C'était la seule chose qu'elle possédait qui avait réellement de la valeur non seulement monétaire, mais sentimentale. Elle l'a ramassé, les pierres vertes captant la lumière crue de la salle de bain du motel. J'économisais ceci pour le mariage de Kesha, a-t-elle murmuré, une larme traçant un chemin à travers son fond de teint. Mais les mariages peuvent attendre. La survie ne le peut pas, elle s'est tournée vers Kevin, son expression durcissant en quelque chose d'acier et de froid. Prends-le. Le prêteur sur gage de la 4e rue gère les bijoux de succession. Ne les laisse pas te proposer un prix trop bas, Kevin. C'est du vintage. Kesha a laissé échapper un petit hoquet d'horreur, voyant son héritage sur le point d'être liquidé. Mais ensuite, elle a regardé autour de la pièce sordide et vers sa propre pile de bagages. Elle a réalisé qu'un collier ne lui achèterait pas de moyen de sortir de ce trou à rats. Avec un soupir lourd, elle a commencé à défaire ses valises. Elle a sorti 3 sacs à main de créateurs immaculés, un sac à rabat Chanel, un fourre-tout Louis Vuitton et un sac à bandoulière Gucci. C'étaient ses bébés, son identité, sa preuve qu'elle était meilleure que tout le monde. Elle avait passé des années à organiser cette collection, me forçant à payer les factures de cartes de crédit qui la finançaient. J'ai besoin de les récupérer, Kevin, a dit sa voix, épaisse d'émotion, alors qu'elle les remettait à Kevin. Quand l'argent de l'investissement arrivera, la première chose que nous ferons, c'est de les racheter, plus le Birkin en édition limitée que je convoite. Je ne vais pas me promener sans un sac de créateur, Kevin. Je suis une influenceuse. Mon image est ma monnaie. Bien sûr, bébé, a promis Kevin, prenant les sacs avec une révérence qu'il réservait habituellement à lui-même. Nous t'achèterons tout le magasin. Nous achèterons l'usine. Attends un peu. Puis c'était le tour de mon père. Marcus était assis sur le bord du lit, regardant la lourde Rolex en or à son poignet. C'était le modèle submariné, un cadeau qu'il s'était offert il y a 10 ans quand son entreprise avait connu son seul et unique trimestre rentable. Cette montre était son armure. C'était le symbole de son autorité, le poids lourd du métal qui lui rappelait qu'il était un homme de substance, même quand son compte bancaire disait le contraire. Il a frotté son pouce sur le cadran en cristal une dernière fois. Il l'a détaché, le déclic résonnant fort dans la pièce silencieuse. Il l'a remise à Kevin sans le regarder. Obtiens le meilleur prix pour elle, a-t-il dit, la voix bourrue. Et Kevin, ne gâche pas ça. Cette montre vaut plus que tout ce motel. Je promets, Marcus, a dit Kevin, serrant le trésor du désespoir familial contre sa poitrine. Je vais nous sauver. Je vais faire de nous des rois à nouveau. Kevin s'est habillé correctement cette fois et s'est précipité hors de la porte, laissant ma famille seule dans le silence de leur sacrifice. Ils sont restés assis sur les couvre-lits tachés, attendant. Mais ils n'attendaient pas seulement de l'argent. Ils attendaient la vengeance. La conversation a rapidement tourné sur ce qu'ils feraient une fois que le demi-million de dollars arriverait sur leur compte.
Ils n'ont pas parlé de rembourser des dettes ou de trouver un appartement sensé. Ils ont parlé de moi. Nous allons acheter la maison sur la colline, a dit ma mère, un sourire cruel tordant ses lèvres. Celle qui surplombe la ville. Nous organiserons une pendaison de crémaillère plus grande que ce désastre de fête de l'Action de grâce. Et nous n'inviterons pas Nia. Nous l'inviterons, a corrigé mon père, ses yeux se plissant. Nous l'inviterons juste pour lui montrer à quoi ressemble le vrai succès. Nous l'engagerons pour assurer le service traiteur. Qu'elle serve des amuse-gueules à nos amis pendant que nous siroterons du champagne. Ça lui apprendra à nous mépriser. Kesha a sorti son téléphone, faisant défiler les annonces de voitures de luxe. Je vais passer devant son petit appartement dans mon nouveau Range Rover, a-t-elle dit avec méchanceté. Je vais éclabousser son manteau bon marché. Elle pense qu'elle a gagné parce qu'elle a un peu d'argent mis de côté. Elle n'a aucune idée de ce qui arrive. Ils se nourrissaient de la malice des uns et des autres, construisant un futur imaginaire où ils étaient les vainqueurs et moi la mendiante. Ils croyaient vraiment que leur sacrifice de montre et de sac à main était un investissement noble dans leur destin légitime. Ils n'avaient aucune idée que chaque dollar qu'ils rassemblaient, chaque héritage qu'ils mettaient en gage, allait directement dans la poche d'un joueur désespéré qui était sur le point de me le remettre. Ils pensaient qu'ils achetaient un manoir, mais ils achetaient en fait un billet de première classe pour une ruine absolue. Kevin était assis sur le bord du lit, fixant son téléphone pour la 100e fois. Cela faisait 4 heures qu'il avait envoyé le virement. Le reçu numérique pour les $5000 brillait sur son écran, représentant chaque dernier morceau de la dignité de ma famille. Il a rafraîchi son email à nouveau. Rien. Il a composé le numéro du directeur des investissements, Madame Vance. Ça a sonné une fois, 2 fois, puis a basculé sur une messagerie vocale automatisée générique. Il a raccroché, la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Il a regardé mes parents, qui étaient assis sur l'autre lit en se tenant la main comme des passagers sur un navire en train de couler attendant un canot de sauvetage. N'importe quand maintenant, a dit Kevin, la voix se brisant. Les virements internationaux peuvent prendre du temps. Protocole de sécurité. Ma mère a hoché la tête, désespérée de le croire. Bien sûr. C'est beaucoup d'argent. Ils doivent faire attention. À des kilomètres de là, dans mon bureau du Penthouse, j'ai regardé la notification bipée sur mon serveur sécurisé. Le dépôt avait été validé. $5000. Ce n'était pas grand-chose pour moi, mais pour eux, c'était tout. Je ne l'ai pas gardé. Je ne voulais pas de leur argent. J'ai ouvert mon portefeuille caritatif et j'ai initié un transfert. J'ai envoyé chaque centime à l'Atlanta Foster Care Alliance pour acheter des jouets de Noël pour des enfants qui en avaient réellement besoin. Dans le champ donateur, j'ai tapé « La famille Marcus King ». C'était une cruelle bonté, un acte final de charité en leur nom qu'ils n'apprécieraient jamais, payé avec les héritages qu'ils avaient sacrifiés pour me détruire. De retour au motel, le soleil a commencé à se coucher, projetant de longues ombres déprimantes sur le tapis taché. Le silence dans la pièce devenait lourd, étouffant. Kevin faisait les 100 pas maintenant, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. La bravade s'estompait. Mon père commençait à froncer les sourcils, une lueur de suspicion perçant à travers son désespoir. Kevin, a dit papa lentement. Tu as dit 24 heures. Cela fait 6. Ne devrions-nous pas avoir au moins un email de confirmation? Je t'ai dit, Marcus, c'est bon, a lancé Kevin, sa peur le rendant agressif. Arrête de rôder. Tu ne comprends pas la haute finance. Pour briser la tension, Kesha a allumé la petite télévision boulonnée au mur. Elle a parcouru les chaînes, cherchant quelque chose pour la distraire du fait qu'elle ne possédait actuellement pas un seul sac à main. La voix d'un présentateur de nouvelles a rempli la pièce. Ce soir, l'élite de la ville se rassemblera au Grand Hôtel pour l'événement de la saison, a déclaré le journaliste, debout devant un tapis rouge. Le gala de charité d'Onyx Horizon devrait attirer les plus grands noms du monde des affaires, et des rumeurs circulent selon lesquelles le mystérieux fondateur milliardaire de la firme, qui est resté anonyme pendant des années, sortira enfin de l'ombre et révélera son identité au monde. La pièce s'est figée. Kesha s'est précipitée hors du lit et a pointé un doigt tremblant vers l'écran. C'est eux. C'est l'entreprise. Kevin a fixé la télé, la bouche ouverte. Onyx Horizon. Le PDG sera là, a murmuré ma mère, une lueur maniaque revenant dans ses yeux. Ce soir.
En personne. Nous devons y aller, a dit Kesha en saisissant le bras de Kevin. Kevin, c'est ça. Si le virement est bloqué, nous pouvons juste aller là-bas et leur parler. Tu as dit que tu avais des entrées. Tu as dit qu'ils adorent ton projet. Si nous nous présentons, ils devront nous laisser entrer. Kevin avait l'air piégé. Il savait qu'il n'avait pas d'entrée. Il savait qu'il était un fraudeur. Mais il savait aussi que s'il l'admettait maintenant, mon père pourrait vraiment le tuer. Il a regardé leur visage plein d'espoir et désespéré et a choisi la seule option restante. Il a choisi de doubler la mise. Tu as raison, a dit Kevin, avalant sa terreur. Nous allons au gala. Nous trouvons le PDG. Nous concluons cet accord en tête-à-tête. Ils se sont dépêchés de se préparer, repassant leurs vêtements froissés avec un lisseur à cheveux, essayant d'avoir l'air des millionnaires qu'ils pensaient mériter d'être. Ils ont utilisé le reste de leur petite monnaie pour l'essence. Ils allaient s'introduire dans la fête la plus exclusive d'Atlanta, convaincus que leur salut les attendait derrière ces cordes de velours. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient directement dans la fosse aux lions, et la lionne attendait son dîner. Le grand hôtel était une forteresse de lumière et de privilèges. Des projecteurs balayaient le ciel nocturne, coupant à travers l'obscurité comme des lames. Un tapis cramoisi s'étendait du trottoir jusqu'à l'entrée dorée, flanqué de cordes de velours et de gardes de sécurité qui avaient l'air de pouvoir arrêter un char. Les paparazzis bordaient les barricades, leurs appareils photo flashant dans un rythme stroboscopique, capturant l'arrivée de l'élite d'Atlanta. Des femmes portant des robes coûtant plus cher que des voitures glissaient dans l'escalier, leurs diamants captant la lumière. Des hommes en smoking grillaient et se serraient la main, des affaires se concluant entre deux respirations. J'étais assise à l'arrière d'une Rolls-Royce Phantom argentée, mes mains reposant calmement sur mes genoux. Je portais une robe de haute couture vert émeraude sur mesure, la soie drapée autour de moi comme de l'argent liquide. Mes cheveux étaient coiffés en vagues élégantes, et autour de mon cou pendait un collier de diamants que je m'étais offert, non pas comme un investissement, mais comme une récompense. Ce soir était mon couronnement. Ce soir, le monde connaîtrait enfin le visage derrière les milliards. La voiture ralentit jusqu'à s'arrêter au pied du tapis rouge. Le chauffeur ouvrit la porte, et les flashs éclatèrent, aveuglants et intenses. Je suis sorti, mes talons claquant sur le trottoir. Un silence tomba sur la foule près de l'entrée, suivi d'une vague de chuchotements. Qui est-elle? Est-ce la PDG? Je gardais la tête haute, marchant avec la grâce d'une femme qui ne devait rien à personne. J'ai souri au photographe, un petit sourire énigmatique qui disait que je connaissais des secrets qu'il tuerait pour apprendre. Pendant ce temps, à quelques centaines de pieds de là, dans l'ombre de l'allée de service, ma famille mettait en scène une toute autre situation. Ils avaient garé leur voiture de location délabrée à 3 pâtés de maison pour éviter d'être vus par le voiturier. Ils se sont faufilés vers l'entrée latérale de l'hôtel par laquelle entrait le personnel de restauration et les équipes d'entretien. Ma mère, Béatrice, portait sa plus belle robe, mais elle était froissée à force d'avoir été tassée dans une valise, et elle n'arrêtait pas de tirer sur l'ourlet, essayant de le lisser. Kesha tremblait dans une robe de cocktail fine, son maquillage un peu trop chargé, ses yeux dartant nerveusement autour d'elle. Mon père, Marcus, transpirait dans un costume qui ne lui allait plus très bien, le col serré autour de son cou. C'est humiliant, a sifflé ma mère alors qu'ils esquivaient un serveur poussant un chariot rempli de vaisselle sale. Nous entrons par le vide-ordures. Tais-toi, Béatrice, a lancé Kevin, sa voix tendue par la panique. Tu veux te faire attraper? Contente-toi d'agir comme si tu étais à ta place. Ils se sont glissés à travers les lourdes portes métalliques dans la cuisine humide et chaotique. Les chefs criaient des ordres. La vapeur montait de marmites massives, et l'air sentait le canard rôti et l'huile de truffe. Ils ont navigué dans le labyrinthe d'acier inoxydable, essayant de se fondre dans le personnel, mais ils détonnaient comme des cheveux dans la soupe. Ils avaient l'air désespérés. Ils avaient l'air perdus. Ils avaient exactement l'air de ce qu'ils étaient, des imposteurs essayant de s'incruster dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont atteint le couloir de service qui menait à la salle de bal principale. Kevin a jeté un coup d'œil à travers la fente des doubles portes. Nous y sommes, a-t-il chuchoté. Reste juste près du mur. Ne regarde pas la sécurité dans les yeux. Ils se sont glissés dans la salle de bal, clignant des yeux sous la lumière éblouissante. La pièce était une mer de fleurs et de cristal. Un orchestre jouait doucement dans le coin.
des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Ma famille s'est regroupée près d'une colonne décorative, essayant d'avoir l'air décontracté, mais leurs yeux étaient sauvages, scannant la salle à la recherche d'un sauveur. Ils cherchaient un riche étranger pour les secourir. Ils n'avaient aucune idée que la personne détenant les clés de leur salut était la fille qu'ils avaient rejetée, qui se tenait actuellement au centre de la scène, acceptant une coupe de champagne du maire. Ma famille restait regroupée près de l'entrée de la salle de bal comme des rescapés d'un naufrage s'accrochant à un rocher. Ils scannaient la foule, cherchant quiconque correspondant à leur image mentale d'une PDG milliardaire. Ils s'attendaient à un homme plus âgé, peut-être quelqu'un aux cheveux gris et distingué, ou peut-être un jeune prodige de la technologie avec un sweat à capuche. Ils ne me cherchaient pas. Je les ai repérés immédiatement. Il était difficile de les manquer dans une mer de smoking sur mesure et de robes de créateurs. Ils avaient l'air de porter des costumes qui ne leur allaient pas vraiment. Ma mère n'arrêtait pas de lisser sa robe avec des mouvements nerveux et saccadés. Kesha tremblait légèrement. Kevin transpirait abondamment, ses yeux dartant dans tous les sens comme un animal piégé. Mon père avait juste l'air fatigué, vaincu, mais s'accrochant toujours à ce brin d'arrogance qui avait été sa bouée de sauvetage pendant si longtemps. J'ai commencé à marcher vers la section VIP, une plateforme surélevée près de la scène, délimitée par des cordons de velours et gardée par la sécurité. Mon chemin m'a fait passer directement devant eux. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai marché la tête haute, la soie émeraude de ma robe flottant autour de moi comme une armure. Kesha m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc, puis se sont plissés dans une reconnaissance immédiate. Elle a attrapé le bras de ma mère et a pointé du doigt. « Maman, regarde. C'est Nia. » Ma mère s'est retournée, la mâchoire tombante. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, bon sang ?» Kesha a fait un pas en avant, bloquant mon chemin. Elle m'a observé de haut en bas, son expression un mélange de confusion et de dédain méprisant. « Qu'est-ce que tu fais ici, Nia ? Tu t'es faufilé par la cuisine, toi aussi ? Où tu travailles ici ? Tu nettoies les toilettes ? C'est pour ça que tu es habillé comme ça ? Pour essayer de te fondre parmi les invités et voler des pourboires ? » Ma mère s'est dépêchée de venir, le visage rouge de gêne. « Nia, baisse le ton. Ne laisse personne te voir nous parler. Nous attendons des gens importants. Nous sommes ici pour rencontrer la PDG d'Onyx Horizon. On ne peut pas être vu avec toi. Tu vas tout gâcher. Va trouver un plateau à porter ou quelque chose comme ça. Éloignez-toi juste de nous. » Kevin les a rejoints, me regardant avec un mélange de surprise et d'amusement. « Eh bien, eh bien, eh bien. Regardez qui c'est. La freelance a trouvé un job. Jolie robe, Nia. Tu l'as louée ? Ou peut-être es-tu ici pour attraper un riche mari. C'est ça ? Tu fais la chasse aux billets ce soir ? » Je me suis arrêté. Je les ai regardés chacun à leur tour. J'ai regardé la robe bon marché de Kesha, les yeux craintifs de ma mère, la bravade désespérée de Kevin, et la honte silencieuse de mon père. J'ai senti une vague de pitié m'envahir, mais c'était une pitié froide, distante, comme regarder un insecte piégé dans de l'ambre. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement souri. C'était un petit sourire, calme et énigmatique. Je les ai contournés, me dirigeant vers la corde en velours. Le vigile, un homme massif avec une oreillette, m'a vu approcher et a immédiatement décroché la barrière. « Bonsoir, mademoiselle Johnson », a-t-il dit respectueusement, en s'écartant. Ma famille s'est figée. Ils ont regardé alors que je franchissais la corde pour entrer dans la zone exclusive. Ils ont regardé alors qu'un serveur apparaissait instantanément, m'offrant une coupe de champagne. Ils ont regardé alors que les gens commençaient à se tourner vers moi, leur visage s'éclairant de reconnaissance et de respect. « Et » a crié Kesha, se remettant de son choc. « Et, attends. Pourquoi tu l'as laissée entrer ? Elle est avec nous. C'est ma sœur. » Elle a essayé de me suivre, mais le vigile s'est mis devant elle, le visage impassible. « Accès restreint, madame. Sur invitation uniquement. » « Mais elle vient juste d'entrer, » a crié Kesha, en me montrant du doigt. « Ce n'est personne. Elle est fauchée. » Le garde n'a pas bougé. « Reculez, s'il vous plaît. » Je me suis retourné lentement. J'ai regardé le garde, puis ma famille. Ils étaient pressés contre la corde,
leur visage tordu de confusion et de rage. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient toujours que j'étais la fille qu'ils avaient mise à la porte. « Laissez-les entrer », ai-je dit, ma voix portant clairement au-dessus du bruit de la fête. Le garde m'a regardé, surpris. « Madame Johnson, êtes-vous sûre ?»« Oui », ai-je dit, en soutenant le regard de ma mère. « Laissez-les entrer. Ils ont besoin de voir ça. » Le garde a hésité, puis a reculé, décrochant à nouveau la corde. Ma famille est entrée en trébuchant, l'air déconcerté. Ils se sont dépêchés vers moi, pensant que j'avais réussi à m'introduire par la ruse et que je leur rendais service. « Beau travail, Nia » a chuchoté Kevin, essuyant la sueur de son front. « Je ne sais pas avec qui tu as couché pour obtenir l'accès, mais continue. Peut-être que tu pourras nous présenter au patron. » J'ai juste souri à nouveau et je leur ai tourné le dos, marchant vers la scène. Les lumières ont baissé. La musique s'est arrêtée. Un silence est tombé sur la salle de bal. C'était le moment. La salle de bal a plongé dans une obscurité totale, ne laissant que la douce lueur des panneaux de sortie et la respiration terrifiée et lourde de ma famille derrière moi. Ils étaient regroupés près du bord de la scène, chuchotant frénétiquement entre eux. Kevin tirait sur son col, transpirant toujours, tandis que ma mère agrippait le bras de mon père, ses yeux dartant dans la pièce comme un oiseau piégé. Ils attendaient qu'un inconnu monte sur scène. Ils attendaient qu'un homme riche plus âgé ou peut-être un prodige de la technologie les sauve. Ils me regardaient debout toute seule au centre de l'obscurité, s'attendant à ce que la sécurité me traîne dehors d'une seconde à l'autre. Puis, la voix du maître de cérémonie a tonné à travers les haut-parleurs, remplissant chaque coin de la pièce. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. C'est mon honneur distinct de présenter la visionnaire derrière l'événement de ce soir, la femme qui a transformé un fonds d'investissement personnel en un empire d'1 milliard de dollars dédié à la reconstruction des communautés. Veuillez accueillir la fondatrice et PDG d'Onyx Horizon, Madame Nia Johnson. » Un seul projecteur s'est allumé. Il n'a pas frappé les coulisses de la scène. Il n'a pas cherché dans la foule. Il m'a frappé. Il a frappé. Le faisceau de lumière était aveuglant, blanc, chaud et absolu. Pendant un battement de cœur, il y a eu le silence. Puis, la salle a explosé. Des milliers de personnes, les citoyens les plus riches et les plus puissants de la ville, se sont levés dans une vague d'applaudissements. Derrière moi, le son du cristal qui se brise a tranché à travers les applaudissements. Mon père, Marcus, avait fait tomber sa coupe de champagne. Elle a frappé le sol en marbre et a explosé, envoyant des éclats de verre et du liquide coûteux éclabousser ses chaussures. Il ne l'a pas remarqué. Il me fixait, la bouche grande ouverte, les yeux exorbités comme s'il voyait un fantôme. Kevin a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un gémissement. Il a fait un pas en arrière, trébuchant sur ses propres pieds, son visage se vidant de sa couleur jusqu'à ressembler à un cadavre. Ses mains se sont envolées vers sa tête alors que la réalisation le frappait avec la force d'un train de marchandises. La voix sur l'appel Zoom, la femme qu'il avait essayé d'escroquer, l'investisseuse dont il s'était vanté, c'était moi. C'était moi depuis le début. Ma mère a agrippé le dossier d'une chaise pour ne pas s'effondrer. Son visage est devenu mou, le maquillage soigneusement appliqué incapable de cacher la terreur pure dans ses yeux. Elle regardait de la foule en liesse vers moi et vice-versa, son cerveau incapable de concilier la fille qu'elle qualifiait de honte avec la femme commandant la salle. Kesha s'est juste figée, sa main couvrant sa bouche, sa jalousie instantanément remplacée par une peur paralysante. Je n'ai pas regardé en arrière vers eux. J'ai marché vers l'avant. J'ai gravi les marches vers la scène, ma robe flottant derrière moi comme des robes royales. J'ai pris le microphone du pied de micro et j'ai regardé la mer de visage. J'ai attendu que les applaudissements diminuent. « Merci », ai-je dit, ma voix calme et amplifiée, résonnant à travers la salle. J'ai regardé vers le premier rang, juste là où la section VIP rencontrait la scène. Ma famille était debout là, figée dans l'éclat du projecteur, exposée pour que tout le monde puisse la voir. J'ai lancé Onyx Horizon. Il y a 5 ans, j'ai commencé, mes yeux se verrouillant sur ceux de mon père. Je l'ai lancé parce que j'avais besoin de prouver quelque chose. Pas au monde, mais à moi-même. Vous voyez, on m'a dit que je n'étais rien. On m'a dit par les personnes qui étaient censées m'aimer que j'étais un échec, qu'être une mère célibataire faisait de moi une marchandise endommagée, que j'étais une honte.
Mon père a tressailli comme si je l'avais frappé. Il a essayé de détourner le regard, mais il ne pouvait pas. J'ai construit cette entreprise aux heures calmes pendant que mon fils dormait, ai-je continué, ma voix gagnant en force. Je l'ai construite pendant qu'on se moquait de moi parce que je conduisais une vieille voiture et portais de vieux vêtements. Je l'ai construite pendant que je remboursais les dettes des mêmes personnes qui me traitaient de sans valeur. Elle pensait que mon silence était de la faiblesse. Elle ne savait pas que je construisais un château avec les pierres qu'elle me jetait. J'ai fait une pause, laissant les mots pénétrer. La salle était mortellement silencieuse maintenant, suspendue à chaque syllabe. Ce soir ne concerne pas seulement la charité. Il concerne la vérité. Il concerne le fait que le succès n'est pas défini par la voiture que vous conduisez ou le costume que vous portez. Il est défini par l'intégrité. Et il y a des gens dans ce monde qui souriront à votre visage tout en vous poignardant dans le dos. Qui prendront votre argent tout en vous traitant de déchets. Mais finalement, les lumières s'allument. Finalement, tout le monde voit qui tient vraiment le chéquier. J'ai regardé directement Kevin. Il tremblait visiblement maintenant, la sueur coulant sur son visage. À toutes les mères célibataires à qui on a dit qu'elles étaient un fardeau, ai-je dit, élevant la voix. À tous ceux qui ont été sous-estimés et rejetés, cette nuit est pour vous. Nous ne sommes pas la honte. Nous sommes les architectes du futur, et nous avons fini de nous excuser pour notre existence. La foule a rugi à nouveau, plus fort cette fois. Je me suis éloigné du microphone, mon cœur battant avec un triomphe féroce et froid. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air pathétiques. Et pour la première fois de ma vie, ils avaient l'air effrayés. Alors que les applaudissements tonnaient autour d'eux, Kevin restait figé, son esprit courant à travers la séquence catastrophique d'événements qu'il avait menée ici. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté écœurante. L'investisseuse mystérieuse, Madame Advance lors de l'appel Zoom. La distorsion de la voix, la demande pour un dépôt de $5000. Tout cela avait été un piège, et il y était entré avec un sourire sur le visage. Il a levé les yeux vers la scène où Nia se tenait, se prélassant dans l'adulation de l'élite de la ville. Elle n'était pas juste la freelance en difficulté dont il s'était moqué. Elle était la titan qu'il avait essayé d'escroquer. Il avait envoyé un dossier de présentation frauduleux rempli de mensonges et de faux chiffres directement à la femme qui pouvait repérer une arnaque à 1 kilomètre de distance. Il s'était vanté auprès de sa famille de conclure un accord avec son entreprise tout en l'insultant simultanément en face. Il avait pris leurs derniers objets de famille, les avait mis en gage pour de l'argent, et avait remis cet argent entre ses mains. « Je suis mort », a-t-il chuchoté, le sang se drainant de son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme. Elle sait tout. Elle a les courriels. Elle a le reçu du virement bancaire. Elle a l'enregistrement de l'appel. La panique, froide et primale, l'a saisi. Il a regardé autour de la salle de bal, cherchant une sortie. Il devait sortir. Il devait courir. S'il restait, il allait en prison. Les requins de près étaient déjà assez mauvais, mais des accusations de fraude fédérale de la part d'une milliardaire? C'était la fin. Il a commencé à reculer, se déplaçant lentement au début, essayant de ne pas attirer l'attention. Il a abandonné mes parents, les laissant regarder vers le haut de la scène sous le choc. Il s'est glissé à travers la foule, esquivant les serveurs et les invités, ses yeux fixés sur la porte de service qu'il avait utilisée pour s'introduire. « Je dois y aller », a-t-il murmuré pour lui-même, son souffle sortant par petits halètements courts et aigus. Juste rejoindre la voiture. Aller à l'aéroport. Aller n'importe où. Il a atteint les doubles portes et a poussé. Elles n'ont pas bougé. Il a poussé plus fort, jetant son épaule contre elle. Verrouillé. Excusez-moi, monsieur. Kevin s'est retourné. Un vigile, le même homme massif qui les avait laissés entrer dans la section VIP, se tenait juste derrière lui, ses bras croisés sur sa poitrine. J'ai besoin de partir. A balbutié Kevin, la sueur coulant sur son nez. Je me sens malade. Urgence aux toilettes. Le garde n'a pas bougé. Madame Johnson a demandé que personne ne quitte la zone VIP avant la fin de la présentation principale. Protocole de sécurité, monsieur. Veuillez retourner à votre groupe. Kevin a regardé au-delà du garde vers l'entrée principale. 4 autres agents de sécurité y étaient stationnés, bloquant le chemin.
Il était piégé. Il était un rat dans une cage. Et Nia tenait la clé. Il a trébuché vers la Seine, ses jambes tremblant si fort qu'il pouvait à peine marcher. Pendant ce temps, mes parents subissaient une transformation de leur côté. Le choc initial de me voir sur scène s'était dissipé, remplacé par une lente réalisation naissante de ce que mon succès signifiait pour eux. Ils se sont regardés, et pour la première fois depuis des jours, la peur dans leurs yeux a été remplacée par une lueur d'espoir avide. Elle est la PDG, a chuchoté mon père, me regardant avec un regard qui était à moitié émerveillé, à moitié calculateur. Marcus, tu as entendu ça? Un empire d'1 milliard de dollars. Ma mère lissait déjà sa robe, arrangeait ses cheveux, essayant de se composer en mère de milliardaire. Bien sûr qu'elle l'est, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'excitation. J'ai toujours su qu'elle en était capable. J'ai toujours dit que Nia était spéciale, n'est-ce pas? Nous l'avons poussée fort parce que nous savions qu'elle pouvait atteindre la grandeur. Nous pouvons réparer ça, a dit papa, hochant la tête avec empressement. Nous sommes ses parents, Béatrice. Elle ne peut pas nous haïr pour toujours. Nous avons juste besoin de lui parler. Expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu. Elle a tout cet argent. Sûrement elle ne laissera pas sa propre mère et son père vivre dans un motel. Ils ont regardé Kesha, qui était toujours figée sous le choc. Kesha, ressaisis-toi, a sifflé maman, en lui pinçant le bras. Regarde ta sœur. Nous sommes riches, Kesha. Plus riches que nous ne l'avons jamais imaginé. Oublie l'expulsion. Nous allons tout récupérer. Kesha a levé les yeux, ses yeux écarquillés. Penses-tu qu'elle va m'acheter une voiture, a-t-elle demandé, sa voix petite. Elle va t'acheter 10 voitures si nous jouons bien le coup, a dit papa. Suis juste mon exemple. Nous sommes des parents fiers ce soir. Nous sommes ici pour soutenir notre fille. Ils ont redressé leur colonne vertébrale, ont mis leur meilleur sourire, et se sont préparés à jouer le rôle d'une vie. Ils allaient agir comme la famille aimante qu'ils n'avaient jamais été, convaincus que mon argent laverait leurs péchés. Ils ont regardé Kevin trébucher vers eux, son visage pâle et en sueur, et ils ont froncé les sourcils. Ressaisis-toi, Kevin, a sifflé mon père. Ne gâche pas ça pour nous. Nous sommes sur le point d'aller féliciter Nia. Kevin les a regardés, ses yeux sauvages. Vous ne comprenez pas, a-t-il chuchoté. Elle sait. Elle sait tout. Mais ils n'écoutaient pas. Ils étaient trop occupés à compter l'argent qu'ils pensaient être déjà le leur. Ils m'ont regardé descendre les marches de la Seine entourés d'admirateurs, et ils se sont préparés à m'accueillir à nouveau dans la famille avec des bras grands ouverts et des portefeuilles vides. Ils n'avaient aucune idée que la seule chose que j'avais pour eux était un dossier rempli de preuves et un aller simple vers la réalité. Les applaudissements se sont finalement estompés, et les invités VIP ont commencé à se mêler, leur verre tintant dans une symphonie de richesse. J'ai fait signe à la sécurité et j'ai montré le groupe regroupé près de la scène. Amenez-les dans la loge, ai-je ordonné, ma voix dépourvue de chaleur. Et assurez-vous que M. Miller ne parte pas. 10 minutes plus tard, je suis entré dans le salon privé où ma famille m'attendait. La pièce était luxueuse, remplie de canapés en velours et d'accents dorés, mais l'air était épais de tension. Kevin était assis dans le coin, fixant le sol, ressemblant à un homme attendant son exécution. Mes parents et Kesha, cependant, étaient debout au centre de la pièce, leurs visages arrangés en expression d'impatience avide. Au moment où je suis entré, ma mère s'est lancée vers l'avant, ses bras grands ouverts. « Oh, ma précieuse fille !» a-t-elle crié, les larmes montant instantanément dans ses yeux. Je le savais. J'ai toujours su que tu étais destinée à la grandeur. Regarde-toi. Tu brilles. Mon bébé est une milliardaire. Elle a essayé de m'embrasser, mais j'ai reculé, mon mouvement brusque et délibéré. Ne me touche pas, ai-je dit. Maman affaiblie, mais s'est reprise rapidement, essuyant une larme qui pouvait ou non avoir été réelle. Je sais que tu es blessée, Nia. Je sais que nous avons une différence, mais c'est ce que font les familles. Nous nous battons. Nous nous réconcilions. Mais regarde ce que notre amour difficile a fait pour toi. Ça t'a rendue forte. Ça a fait de toi ça. Mon père s'est avancé, hochant la tête avec sagesse. Ta mère a raison, Nia. J'ai été dur avec toi. Je l'admets.
Mais j'ai vu du potentiel. Je savais que si je te dorlotais, tu n'atteindrais jamais ces sommets. J'ai dû être le méchant pour que tu puisses être l'héroïne. C'était une stratégie. Et regarde à quel point ça a payé. Tu devrais me remercier. Kesha est intervenue, sa voix un peu trop aiguë. Sérieusement, Nia, tu es superbe. Cette robe est tout. Nous devrions faire une collaboration. Mes abonnés adoreraient nous voir ensemble. Des sœurs conquérant le monde. Nous pourrions être les prochaines Kardashian. Je suis passé à côté d'eux, ignorant leurs mots comme s'ils n'étaient que du bruit parasite. Je me suis assise dans un fauteuil à haut dossier, croisant les jambes et lissant la soie de ma robe. Je les ai regardés, mon expression indéchiffrable. Arrêtez de jouer la comédie, ai-je dit, ma voix tranchant leur bavardage comme un couteau. Vous pouvez laisser tomber votre routine de parent fier. C'est une insulte à mon intelligence. Mon père a froncé les sourcils, l'air blessé. Nia, comment peux-tu dire ça? Nous sommes ta famille. Nous sommes là pour te célébrer. Non, vous ne l'êtes pas, ai-je répondu froidement. Vous êtes ici parce que vous êtes fauché. Vous êtes ici parce que vous avez été expulsé d'une maison que vous n'avez jamais possédée. Vous êtes ici parce que vos cartes de crédit ont été refusées et que vous dormez dans un motel. Vous n'êtes pas venu ici pour me féliciter. Vous êtes venu ici pour mendier. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a regardé mon père, la panique vacillant dans ses yeux. Comment es-tu au courant pour l'expulsion? A-t-elle murmuré. Parce que je l'ai ordonné, ai-je déclaré. Ils m'ont fixé, leur cerveau luttant pour traiter l'information. Tu l'as ordonné, a bégayé mon père. J'ai acheté cette maison il y a 5 ans, Marcus, ai-je expliqué en me penchant en avant. Quand la banque a saisi, j'ai racheté la créance. Je vous ai laissé y vivre gratuitement. J'ai payé les charges. J'ai payé l'entretien. J'ai même payé vos cotisations au country club pendant un certain temps, jusqu'à ce que je me lasse de nourrir votre ego. C'est moi qui vous ai offert un toit pendant que vous me traitiez de raté. Ma mère s'est effondrée sur un canapé, la main sur la bouche. Toi? C'était toi. Oui, ai-je dit. Et les cartes de crédit. C'était moi aussi. Des comptes supplémentaires liés à mon fonds en fiducie. Je vous ai laissé dépenser mon argent pendant des années, en espérant que peut-être, juste peut-être, si je m'occupais de vous, vous finiriez par me traiter avec une once de respect. Mais j'avais tort. Vous avez pris mon argent, et vous m'avez craché au visage. Kesha m'a regardé avec un mélange de crainte et d'horreur. Donc tous les virées shopping, les vacances, c'était ton argent? Chaque centime, ai-je confirmé. Le visage de mon père est devenu rouge, non pas de honte, mais de colère. Tu nous as laissé croire que nous étions en sécurité. Tu m'as laissé penser que j'avais géré mes affaires. Tu as fait de moi un idiot. Tu t'es ridiculisé tout seul, papa, ai-je rétorqué. Tu étais tellement occupé à jouer les gros bonnets que tu ne t'es jamais demandé d'où venait l'argent. Tu vivais dans un monde imaginaire payé par la fille que tu méprises. Mais pourquoi, a pleuré ma mère. Pourquoi nous ferais-tu ça? Pourquoi nous mettre à la porte maintenant? À cause de la fête de l'Action de grâce, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Parce que vous m'avez mise à la porte la première. Vous m'avez jeté, mon fils et moi, dans le froid pour un simple verre d'eau. Vous m'avez traité de honte. Vous avez traité mon fils de gosse mal élevé. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Alors, j'ai décidé de vous montrer qui je suis. Je suis la propriétaire, et j'expulse mes pires locataires. Ils sont restés là, stupéfaits et silencieux. La réalité de leur situation commençait enfin à s'imposer. Ils n'avaient aucun levier. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient rien. Mais nous sommes de la famille, a murmuré ma mère, la voix brisée. Tu ne peux pas nous laisser dans ce motel. Nia, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Je les ai regardés, ressentant une lueur de mon ancienne culpabilité, ce vieux besoin de réparer les choses. Mais ensuite, j'ai regardé Kevin recroquevillé dans le coin et je me suis souvenu du dossier sur mon bureau. Je n'ai pas fini, ai-je dit en tournant mon regard vers mon beau-frère. Nous avons encore une affaire à régler. Kevin, viens ici. Kevin s'est levé, ses jambes tremblant si fort qu'il a dû s'agripper au mur.
Il s'est approché de moi, ses yeux implorant la clémence. Assieds-toi, ai-je commandé en pointant la chaise en face de moi. Il s'est assis, ressemblant à un enfant attendant le directeur de l'école. Tu sembles nerveux, Kevin, ai-je dit agréablement. Quelque chose ne va pas? A-t-il bégayé. Mon père a regardé Kevin, confus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Kevin a à voir avec tout ça? Oh, il a tout à voir avec ça, ai-je dit en fouillant dans ma pochette pour en sortir un document plié. Tu vois, papa, pendant que tu étais occupé à me traiter de raté, ton gendre préféré était occupé à essayer d'escroquer ma société d'un demi-million de dollars. Escroquer, a répété mon père en regardant Kevin. Dis-leur, Kevin, ai-je dit, ma voix ferme. Parle-leur du dossier de présentation. Parle-leur des 5000 dollars. Kevin a caché son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. Il ne le dira pas, alors je vais le faire, ai-je poursuivi. Kevin a envoyé une proposition d'investissement frauduleuse à Onyx Horizon. Il a menti sur ses actifs. Il a menti sur ses affaires. Il a essayé de nous arnaquer. Et quand mon équipe a demandé un dépôt pour prouver sa liquidité, il a volé vos bijoux. Il a volé vos montres. Il a volé vos sacs. Et il m'a envoyé l'argent. Ma mère a poussé un cri. Mon collier. Tu as volé le collier de ma grand-mère. Je l'ai mis au clou, a sangloté Kevin. Je devais le faire. Je pensais que l'affaire était réelle. L'affaire était un test, ai-je dit. Et tu as échoué. Tu as prouvé que tu n'es pas seulement un menteur, Kevin. Tu es un voleur. Et tu as entraîné ma famille dans ta chute. Mon père s'est levé, les mains serrées en poing. Tu as volé ma montre? Tu m'avais dit que tu l'investissais, petit parasite. Il s'est jeté sur Kevin, mais je me suis levé et mon mouvement l'a figé net. Assieds-toi, Marcus, ai-je ordonné. Nous ne ferons pas ça ici. C'est un lieu de travail et Kevin a rendez-vous avec le destin. J'ai appuyé sur un bouton sur l'accoudoir de mon fauteuil. La porte du salon s'est ouverte. 2 hommes en costume sombre sont entrés, suivis d'un policier en uniforme. Monsieur Kevin Miller, a déclaré l'officier en s'avançant. Nous avons un mandat pour votre arrestation. Ma famille a regardé avec horreur Kevin se faire menotter. Il pleurait, suppliant mon père de l'aider, me suppliant d'arrêter tout ça. Tu ne peux pas faire ça, a crié Kesha en attrapant mon bras. C'est mon mari. C'est de la famille. C'est un criminel, ai-je dit en retirant mon bras. Alors qu'ils entraînaient Kevin hors de la pièce, le silence est retombé. Mes parents m'ont regardé avec terreur. Ils ont réalisé que je n'étais plus seulement leur fille. J'étais une force de la nature et ils se tenaient sur le passage de la tempête. Attendez, ai-je dit aux officiers tenant les bras de Kevin. Tenez-le un instant. Il y a une dernière chose que sa famille doit comprendre avant qu'il ne disparaisse dans le système judiciaire. Les officiers se sont arrêtés, me regardant pour confirmation, et j'ai hoché la tête lentement. Kevin pleurait maintenant, son costume coûteux froissé et sa dignité perdue, mais je ne ressentais aucune pitié. J'ai attrapé l'épais dossier bleu qui était resté sur la table tout le temps et je l'ai jeté devant lui. Il a atterri avec un bruit sourd qui a fait sursauter tout le monde. Pensais-tu vraiment pouvoir arnaquer mon fonds d'un demi-million de dollars avec un projet fantôme, Kevin, ai-je demandé, ma voix résonnant contre les murs en velours. Pensais-tu que nous ne vérifierions pas les chiffres? Pensais-tu que nous ne remarquerions pas que ton écosystème crypto-révolutionnaire n'était rien d'autre qu'un système de Ponzi bâti sur la dette et l'illusion? Kevin fixait le dossier, le visage gris. Mon père a regardé les papiers s'en échapper, voyant les faux graphiques et les projections fabriquées. Il a ramassé une page, les mains tremblantes. Ça. C'est juste du charabia, a-t-il murmuré. Il n'y a aucune entreprise. Ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges, Marcus, ai-je confirmé. Mais la fraude financière n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qu'ils pensent vraiment de vous. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur l'écran. Lors de l'appel Zoom que tu as eu avec mon associé, Madame Vance, tu pensais que ton micro était coupé en attendant que la connexion se stabilise, ai-je dit à Kevin, dont les yeux s'écarquillèrent de terreur renouvelée.
tu as décidé de passer un coup de fil rapide à ton bookmaker pour te vanter de la facilité avec laquelle tu avais obtenu l'argent de démarrage. Nous avons tout enregistré. J'ai appuyé sur lecture et monté le volume. La voix de Kevin a empli la pièce, forte et claire, dégoulinante de mépris. Ouais, je suis sur le point de conclure l'affaire, disait-il sur l'enregistrement. Ces investisseurs sont à fond dedans. Et le meilleur, c'est que j'ai récupéré l'argent du dépôt auprès des parents de ma femme. Mes beaux-parents sont des idiots, mec. Des abrutis complets. Les gruger de leur argent est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Ils pensent que je suis un génie, mais ce sont juste de vieux imbéciles désespérés. Ils m'ont remis leurs montres et leurs bijoux comme s'ils faisaient une offrande à un dieu. Je vais les saigner à blanc, puis larguer leur fille dès que le chèque sera encaissé. L'enregistrement s'est terminé par le rire cruel de Kevin. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était le son d'un monde qui s'écroule. Ma mère, Béatrice, a poussé un cri semblable à celui d'un animal blessé, un gémissement pur de pur chagrin. Elle a regardé Kevin, l'homme qu'elle avait traité comme un prince, le fils qu'elle avait toujours voulu, et elle l'a vu pour la première fois. Elle a vu le rictus derrière le sourire. Elle a vu le prédateur qu'elle avait invité chez elle. Mon père, Marcus, avait l'air d'avoir été abattu. Il fixait Kevin, puis il a lentement tourné la tête pour me regarder. Je pouvais voir les engrenages tourner dans son esprit, grinçant contre la rouille de son arrogance. Il m'a regardé, la fille qu'il avait traitée de honte, la fille qu'il avait jetée dans le froid. Et ensuite il a regardé les comptes bancaires vides, l'avis d'expulsion, et le criminel menotté. La réalisation l'a frappé avec la force d'un coup physique. Il avait nourri un serpent. Il avait tout donné à un homme qui le méprisait, et il avait détruit la seule personne qui l'avait réellement protégé. Pendant 5 ans, c'est moi qui les avais sauvés. C'est moi qui avais acheté la maison. C'est moi qui avais payé les factures. C'est moi qui avais assuré qu'ils vivent dans la dignité pendant qu'ils se moquaient de moi. Et il m'avait rejeté pour lui. Tu savais, a murmuré mon père, sa voix à peine audible. Tu savais qu'il faisait ça. J'ai découvert il y a 3 jours, ai-je dit, mon visage impassible. Mais vous avez vécu avec lui pendant des années. Vous l'avez choisi lui plutôt que moi. Vous avez choisi ses mensonges plutôt que ma loyauté, et voilà où cela vous a mené. Béatrice sanglotait ouvertement maintenant, serrant sa poitrine comme si son cœur se brisait physiquement. Nous avons été si stupides, a-t-elle crié, se balançant d'avant en arrière. Nous avons été si aveugles. Nia, nous ne savions pas. Nous pensions qu'il était celui qui réussissait. Nous pensions qu'il nous sauvait. Vous pensiez qu'il vous sauvait parce qu'il en avait l'air, ai-je dit, froide et inflexible. Parce qu'il était un homme. Parce qu'il était blanc. Parce qu'il vous disait ce que vous vouliez entendre. Vous nous avez jugés sur nos apparences et vous avez eu exactement ce que vous méritiez. J'ai fait signe aux officiers. Emmenez-le. Alors qu'il traînait Kevin hors de la pièce, donnant des coups de pied et hurlant, mes parents n'ont pas bougé pour l'aider. Ils sont juste restés là, au milieu des ruines de leur vie, me regardant avec un mélange de terreur et d'un espoir désespéré et naissant que peut-être, juste peut-être, je les sauverai une dernière fois. Mais en regardant leur visage baigné de larmes, je n'ai ressenti rien d'autre qu'un profond sentiment de clôture. La dette était payée. La vérité était révélée, et le pont n'était pas seulement brûlé. Il était en cendres. La porte du salon s'est ouverte à nouveau avec une force qui a fait taire la pièce. Un groupe d'hommes et de femmes en coupe-vent, frappé de ces 3 lettres terrifiantes, FBI, est entré. Mon avocat, Arthur Sterling, est sorti de derrière eux, l'air calme et mortellement sérieux. Il n'avait pas seulement appelé la police locale. Il avait appelé les fédéraux. L'officier tenant Kevin s'est arrêté alors qu'un agent au visage sévère s'approchait, brandissant une plaque. Agent spécial Miller, a-t-il annoncé, sa voix remplissant l'espace. Nous prenons la garde du prisonnier. Kevin a regardé du policier à l'agent fédéral et ses genoux ont finalement lâché. Il s'est effondré, entraînant les officiers avec lui, pleurant comme un enfant brisé. Des agents fédéraux, a-t-il sangloté. Pourquoi les fédéraux sont-ils là? J'ai juste essayé d'obtenir un prêt. Ce n'est pas un prêt quand vous fabriquez des actifs, blanchissez de l'argent via des sociétés écrans et sollicitez des investissements à travers les frontières étatiques en utilisant des documents frauduleux,
a déclaré l'agent Miller en relevant Kevin sans aucune sympathie. Nous suivons votre portefeuille crypto depuis des mois, monsieur Miller. Il nous fallait juste un lien concret pour lier la fraude à votre identité. Votre soumission à Onyx Horizon a fourni exactement cela. Vous avez envoyé à mademoiselle Johnson une carte routière de vos crimes, y compris le virement bancaire de vos beaux-parents, ce qui constitue une fraude électronique et de la maltraitance envers personnes âgées. Ma mère a poussé un petit halètement au terme de maltraitance envers personnes âgées, réalisant que légalement, elle et mon père n'étaient que des victimes dans une affaire fédérale, de vieux imbéciles escroqués par un arnaqueur. Kevin m'a regardé, ses yeux remplis d'une horreur naissante. Tu leur as donné le dossier. Tu leur as tout donné. Je leur ai donné la vérité, Kevin, ai-je dit en me levant et en lissant ma robe. Je te l'ai dit. Je ne suis pas juste une investisseuse. Je suis la personne qui nettoie le désordre. Et tu es un désordre. Emmenez-le. A ordonné l'agent Miller. Kevin a commencé à hurler alors qu'il le traînait hors de la pièce. Sa voix a résonné dans le couloir, un son pathétique d'un homme qui se croyait un requin découvrant qu'il n'était qu'un appât. Marcus, aide-moi s'il te plaît. Béatrice, dis-leur que je suis de la famille. Mais mes parents n'ont rien dit. Ils sont restés figés, regardant leur gendre en or, leur sauveur, leur ticket pour la grande vie se faire traîner menotté. L'illusion était brisée. Le manoir était parti. L'argent était parti. Et maintenant, la fierté de la famille était un prisonnier fédéral. La pièce était à nouveau calme, à l'exception du son de la respiration saccadée de ma mère. Elle m'a regardé, ses yeux implorants. Nia, a-t-elle murmuré. Nous ne savions pas. Tu dois nous croire. Nous sommes des victimes, nous aussi. Je les ai regardés debout là dans leurs vêtements froissés, l'air petit et vaincu. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait traité de honte. J'ai regardé ma mère, qui avait choisi un arnaqueur plutôt que sa propre fille. J'ai ressenti un étrange vide dans ma poitrine là où la colère se trouvait autrefois. Je sais que vous êtes des victimes, ai-je dit, ma voix calme. Mon père a fait un pas en avant, les mains tremblantes. Nia, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? La maison, l'expulsion. Peux-tu l'arrêter? Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai regardé dans les yeux. Je pourrais l'arrêter. Je pourrais claquer des doigts et vous rendre la maison. Je pourrais renflouer vos comptes bancaires. Je pourrais faire disparaître tout ça. Ses yeux se sont allumés d'un espoir désespéré. Oui. Oui, s'il te plaît, Nia. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Oui, vous l'avez fait, ai-je dit. Vous m'avez élevé. Vous m'avez nourri. Vous m'avez habillé. Et depuis 5 ans, j'ai remboursé cette dette. J'ai fait le calcul, Marcus. Les paiements hypothécaires, les factures de carte de crédit, les charges, les injections d'argent. J'ai dépensé près de 2 millions de dollars pour vous depuis la faillite. Considérez cela comme mon paiement intégral pour 18 ans de logement et de nourriture. La main de ma mère s'est portée à sa gorge. Paiement? Nia, tu es notre fille. Ce n'est pas une transaction. C'est devenu une transaction au moment où vous m'avez mise à la porte à la fête de l'Action de grâce, ai-je répondu. Vous avez fixé les conditions. Vous avez dit que j'étais un fardeau. Vous avez dit que j'étais une ordure. Eh bien, j'ai payé ma dette. Le grand livre est équilibré. J'ai ramassé ma pochette et fait signe à Sterling. Je ne vais pas vous poursuivre. Je ne vais pas porter plainte pour le vol des bijoux ou les dommages émotionnels. Je vous donne une ardoise propre, mais cette ardoise ne m'inclut pas. Qu'est-ce que ça veut dire, a murmuré mon père, l'effroi rampant dans sa voix. Cela signifie que nous en avons fini, ai-je dit en marchant vers la porte. Cela signifie que je vous coupe les ponts. Plus d'argent, plus de maisons, plus de contacts. À partir de ce moment, nous sommes des étrangers. Vous avez Kesha. Vous avez l'un l'autre. Débrouillez-vous. Nia, attends, a crié ma mère en se précipitant vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous laisser sans rien. Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Je ne vous ai pas laissé sans rien, maman. Je vous ai laissé avec exactement ce que vous aviez avant que je vous sauve. La seule différence, c'est que maintenant, vous devez vivre avec.
Je suis sorti de la pièce et j'ai descendu le couloir, le son des sanglots de ma mère s'estompant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas ralenti. Je suis sorti de l'hôtel et dans l'air frais de la nuit où ma voiture m'attendait. Je suis monté et, alors que la porte se refermait, excluant le bruit de la ville, j'ai finalement relâché un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis toute ma vie. C'était fini. J'étais libre. Les conséquences furent rapides et impitoyables. Le procès de Kevin Miller fut le sujet de conversation à Atlanta pendant des mois, un spectacle public qui mit à nu chaque mensonge qu'il avait jamais raconté et chaque personne qu'il avait jamais escroqué. Les procureurs furent implacables, démantelant son château de cartes pièce par pièce. Lorsque le verdict fut lu coupable sur tous les chefs d'accusation, ma famille n'était pas là pour l'entendre. Ils étaient trop occupés à essayer de survivre au naufrage qu'il avait laissé derrière lui. Mes parents, Marcus et Béatrice, furent expulsés du manoir 3 jours après le gala. Ils partirent au milieu de la nuit, trop honteux pour faire face aux voisins qu'ils avaient autrefois méprisés. Ils emménagèrent dans un appartement étroit d'une chambre dans un complexe de logements subventionnés à l'autre bout de la ville. Les murs étaient fins, les voisins bruyants, et le chauffage peu fiable. C'était bien loin de la vie de country club à laquelle ils s'estimaient en droit, mais c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre avec leur maigre chèque de sécurité sociale. La communauté qu'ils avaient autrefois convoitée leur tourna le dos. La nouvelle de la fraude de Kevin et de leur complicité involontaire s'était répandue comme une traînée de poudre. Les groupes religieux, les clubs sociaux, les amis de golf, tout le monde cessa d'appeler. Ils n'étaient plus les rois respectables. Ils étaient les imbéciles qui avaient été escroqués par leur propre gendre. Mon père, dont la fierté était son bien le plus précieux, passait désormais ses journées assis sur une chaise en plastique sur leur minuscule balcon, fixant le parking, un homme brisé par sa propre arrogance. Ma mère, qui avait autrefois dépensé des milliers de dollars en sac à main, découpait désormais des bons de réduction avec des mains tremblantes, ses vêtements de marque vendus un par un juste pour payer la facture d'électricité. La chute de Keisha fut peut-être la plus dure. Avec son mari en prison et son rêve d'influenceuse brisé, elle fut forcée d'affronter le monde réel pour la première fois de sa vie. La voiture de luxe fut saisie. Ses abonnés l'abandonnèrent dès que le scandale éclata, la laissant avec rien d'autre que des dettes et une réputation en lambeaux. Elle prit un emploi de caissière dans un supermarché discount local, scannant les courses pour des gens qu'elle avait l'habitude de mépriser. Chaque jour, elle restait debout pendant 8 heures, le dos en souffrance, l'esprit écrasé, sachant que la vie glamour à laquelle elle s'estimait en droit avait disparu pour toujours. Elle avait tout misé sur le mauvais cheval, et maintenant elle en payait le prix. Quant à moi, je suis retourné à Miami dans mon sanctuaire au bord de la mer. Le silence dans mon Penthouse n'était pas solitaire. Il était paisible. J'ai récupéré Léo à son école privée l'après-midi suivant, le serrant fort contre moi, inhalant le parfum de ses cheveux. Il m'a regardé avec ses yeux brillants et innocents et a souri. « Tu as fait un bon voyage, maman ?» a-t-il demandé. « Oui, mon bébé » ai-je dit en embrassant son front. J'ai réglé quelques affaires. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse, regardant le coucher du soleil peindre le ciel en nuances de violet et d'or. L'océan s'étendait devant moi, vaste et sans fin, un rappel des possibilités infinies qui s'ouvraient devant moi. Je ressentais une légèreté dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le poids du jugement de ma famille, le fardeau de leurs attentes, le besoin constant de faire mes preuves, tout avait disparu, emporté par la vérité. J'ai sorti un chéquier de mon sac. C'était le même chéquier que j'avais utilisé pour acheter la maison de mon père, pour payer les dettes de ma sœur, pour financer le style de vie de ma mère. Mais cette fois, j'écrivais un chèque pour quelque chose qui comptait vraiment. J'ai rédigé un don à la fondation New Beginning, une œuvre caritative dédiée à aider les mères célibataires à lancer leur propre entreprise. Le montant était suffisamment substantiel pour changer des centaines de vies. J'ai signé mon nom avec une fioriture, ressentant une vague de fierté. J'ai regardé vers l'horizon, la brise chaude jouant avec mes cheveux. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était une notification de mon avocat, Sterling, confirmant que les derniers désengagements juridiques étaient terminés. Ma famille ne pourrait plus jamais m'atteindre. Il faisait partie de mon passé, un chapitre douloureux que j'avais enfin fermé. Ils m'avaient traité de honte. Ils m'avaient traité de raté. Ils avaient essayé de me briser, de me faire sentir petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Mais à la fin, ils n'avaient réussi qu'à révéler leur propre petitesse.
Ils étaient piégés dans une prison de leur propre fabrication, pendant que je me tenais ici sur le toit du monde. J'ai pris une gorgée de vin et esquissé un sourire authentique qui atteignait mes yeux. Je n'étais pas une honte. J'étais une survivante. J'étais une mère. J'étais une PDG. Il m'appelait la honte de la famille, moi, je m'appelle libre. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. Votre valeur n'est jamais définie par ceux qui refusent de la voir, même s'il s'agit de votre propre famille. Le parcours de Nia prouve que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner de la toxicité. Nous restons souvent attachés à des relations douloureuses par obligation. Mais la vraie famille vous soutient et vous élève. Ils ne vous démolissent pas. Le succès n'est pas seulement une question de richesse. Il s'agit d'avoir la liberté de vivre selon vos propres termes. Ne vous excusez jamais de protéger votre paix ou d'exiger le respect que vous méritez. Si la victoire de Nia a résonné en vous, cliquez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la découverte de la force face à la trahison.